Bien, je vais fermer la porte pour laisser les gens aller aux autres ateliers. Donc, bonjour, bienvenue à cet atelier donc, intitulé La santé mentale, on connaît, et la santé addictologique, ça existe, point d'interrogation. Donc, je vous rappelle, cet atelier a la particularité d'être un atelier expérimental, multimodal, multisensoriel. Le premier challenge, c'est la vue, qui a un intérêt en fin de congrès, et le challenge d'examiner la question que les différents intervenants vont chacun étudier, mais s'agissant d'un sujet nouveau ou pas, on ne peut pas savoir, on ne connaît pas le résultat. Donc c'est à la fin de l'atelier qu'on pourra déterminer, en fonction des réponses de chacun et de vos interventions, puisqu'on compte bien que vous interveniez, déterminer si finalement la santé addictologique, ça existe. Alors, un des éléments de point de départ, juste... Alors, dans l'organisation, je parle 2-3 minutes, puis Aurélien Vautard, qui est mon associé dans la préparation de cet atelier. Aurélien Vautard est directeur d'établissement. Il est également docteur en sciences politiques. Moi, je suis psychiatre addictologue. Et donc, nous avons préparé cet atelier pour répondre à cette question, dans cette idée expérimentale et interactive. Alors, les éléments de départ entre la santé mentale et la santé addictologique. Alors, tout le monde connaît, tout le monde a en tête que la santé, et c'est la définition de l'OMS, ce n'est pas que l'absence de maladie. Et non seulement ce n'est pas que l'absence de maladie, mais c'est un état de bien-être dans différentes dimensions, dont la dimension mentale. Un état de bien-être mental, physique, somatique, mais contextuel, environnemental. Ça, c'est un élément. Donc là-dessus, y a-t-il une santé addictologique? L'autre élément à garder en tête, qu'on oublie parfois, nous, dans les dispositifs spécialisés d'addictologie, c'est que seule une minorité des gens qui consomment, qui démarrent le début d'une consommation d'une substance addictive, vont développer une addiction. Donc la règle est qu'on est plutôt soit usager sans addiction, soit non usager. Donc il est possible de faire usage des substances addictives. Alors ça paraît un peu évident pour l'alcool, même s'il y a des enjeux où les professionnels faisons les efforts pour dénormaliser l'alcool. Mais voilà, l'usage des substances est possible. Et puis l'autre élément qui est proposé par un certain nombre de chercheurs, sur la base de la constatation que la majorité finalement des usagers, enfin des gens qui démarrent un usage ne vont pas développer d'addiction, y a-t-il un intérêt à avoir, voilà, y a-t-il une utilité instrumentale à faire usage? Et est-ce que certains usages ne peuvent pas contribuer à corriger des défauts individuels pour permettre une bonne santé au sens de l'OMS? Donc voilà l'élément de départ. Donc vous voyez, avec des enjeux éventuellement contradictoires, puisque par ailleurs, comme je ne l'ai pas rappelé, mais c'est une évidence, et c'est toujours au devant en addictologie, ce qui est parfois peut-être un handicap, mais tous ces objets peuvent à un moment donné donner lieu, enfin tous ces objets ont un effet toxique. Et donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt à s'intéresser aux usagers sans addiction pour les encourager, alors soit à ne pas faire usage ou s'assurer s'ils ont usage, qu'ils ont bien le mode d'emploi. Voilà, comment faire usage au mieux. Enfin, comment faire usage sans dommage et peut-être faire usage au mieux pour sa santé.
en général et notamment sa santé mentale. Donc voilà les enjeux de départ. Le résultat de l'expérience, on saura à la fin pour ceux qui restent jusqu'à la fin, tout en maintenant leur attention sur l'objet de l'atelier et ne se laissent pas emporter. Quoique peut-être la possibilité de faire divaguer son esprit grâce aux vagues et au rythme lent des vagues, avec un petit bruit de fond, permet une sorte d'état de bien-être qui vous permet de mieux profiter intellectuellement de l'expérience qui va se dérouler devant vous et que M. Vautard va démarrer. Merci beaucoup, professeur, pour cette première introduction. Effectivement, moi, je ne vais pas prendre trop longtemps, mais peut-être une dizaine de minutes pour essayer de contextualiser, d'introduire le sujet. Je ne m'attarde pas sur la présentation de toutes les personnes qui vont participer à la table ronde, puisqu'on va les présenter individuellement au fur et à mesure des échanges. Simplement rappeler qu'il y a 2 ans, et je vous en remercie, professeur, vous aviez proposé un atelier sur une thématique qui était déjà un peu expérimentale, qui était, on va dire, la dichotomie dans nos établissements d'addictologie, à assurer un accueil universel tout en respectant des critères de sécurité. Et de cet atelier a découlé des réflexions assez larges et intéressantes. Et donc aujourd'hui, sur cet atelier autour de la notion de santé addictologique, il faut vous rendre d'ailleurs la paternité de ce mot, santé addictologique. On va voir que c'est quand même très peu répandu dans la littérature. L'idée, c'est aussi de dire que la santé mentale a pris une place importante dans tous les débats de société. On est en 2025 sur l'année de la grande cause nationale. Après, on pourrait débattre longuement de savoir à quoi ça sert d'être désigné grande cause nationale pendant un an, mais ce n'est pas l'objet de cet atelier. Et effectivement, la question, c'était de se dire, et la santé addictologique, effectivement, est-ce que ça existe ? L'argumentaire de l'atelier, on va y revenir rapidement, c'est déjà de constater que les addictions sont partout dans notre société. J'ai fait une revue de presse uniquement sur la journée du 18 octobre 2025, et vous voyez que les questions d'addiction étaient omniprésentes. La question des écrans, tout d'abord, regard croisé des lycéens entre la France et la Chine sur le scrolling, addiction numérique en Guyane. La question des jeux d'argent, il y avait une actualité sur le rugbyman Jérôme Bosviel qui parlait de son addiction aux jeux d'argent. Un sujet sur l'alcool dans Ouest France. Et puis aussi une question autour du chemsex sur France Info. Ce qui était d'ailleurs intéressant, c'est qu'il y avait 2 questions qui étaient mises en avant. Le gouvernement Le Cornu peut-il tenir, et chemsex, pourquoi ne veut-on rien voir? Donc je ne sais pas si les 2 questions étaient liées fondamentalement, mais en tout cas, on voit bien que les addictions sont au cœur des réflexions médiatiques et politiques dans notre société. Sur la santé addictologique, on a fait une revue de littérature, et en fait, la santé addictologique, c'est un concept qui n'existe pas, pour ainsi dire. Il n'y a qu'une seule thèse d'un docteur de médecine générale, qui est Romain Lérac, qui parle dans son titre de santé addictologique. Et c'était une thèse d'ailleurs qui a été présidée par le professeur Fatseas, qui est aussi autour de cette table, j'en profite pour le souligner, qui portait finalement sur les leviers, les obstacles à la coordination du parcours de santé addictologique par les médecins généralistes du Marmandais. Donc c'était une thèse qui était là aussi expérimentale sur un territoire précis. Et aujourd'hui, dans la littérature française, la santé addictologique, c'est le seul endroit où on la retrouve mentionnée telle qu'elle. Et c'est donc une notion qui n'existe pour ainsi dire quasiment pas, sauf dans la thèse de Romain Lérac. Pourtant, les addictions sont au cœur, comme on le disait, de notre société. Depuis 10 ans, certaines addictions ont reculé largement. Et donc, je cite rapidement l'enquête ESPAD que vous connaissez, qui a été réalisée dans 37 pays européens, avec des résultats extrêmement importants et puissants pour la France sur la baisse des addictions, avec notamment une baisse de la consommation d'alcool chez les jeunes de 16 ans qui s'est réduite drastiquement depuis 10 ans, une baisse de la consommation de cannabis et de tabac également, et donc une politique de prévention qui est considérée comme efficace dans notre pays. Cependant, est-ce que finalement on est sur la fin des addictions ou sur la transformation des addictions ? Et là, on arrive déjà à aborder ce concept de santé addictologique, parce que beaucoup de gens appellent une épidémie. Alors, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, vous m'excuserez peut-être de l'usage erroné du terme épidémie, mais on voit bien aujourd'hui, et c'était le rapport d'Amine Benyamina et de Servan Mouton, que notamment sur la question des écrans, on est sur une addiction qui s'est développée depuis là aussi une décennie et qui a pris une proportion et une importance qui est sans doute d'ailleurs l'enjeu de santé publique principal dans notre société aujourd'hui.
Donc finalement, réfléchir à cette notion de santé addictologique, c'est aussi une façon de prendre en considération la transformation des comportements addictifs vers des anciennes addictions, vers de nouvelles addictions, au premier rang desquelles je mets les écrans et l'épidémie d'utilisation des écrans dans notre société. Dans la littérature, on retrouve cependant, même si ce n'est pas sous le terme de santé addictologique, énormément de travaux qui montrent qu'il y a une santé addictologique de toute façon, et dans la littérature médicale et scientifique, et de façon plus générale dans notre société. C'est le travail du docteur Laura Di Lodovico, notamment en 2024, qui a souligné sur les addictions que le DSM avait fait évoluer sa nomenclature pour ne parler plus que de troubles liés à l'usage de substances, mais que de toute façon, les addictions représentent encore aujourd'hui des pathologies très répandues, complexes, dangereuses, et qui sont finalement au cœur du combat de notre société pour une meilleure santé publique. Et à ce titre-là, je voudrais souligner que même si le concept de santé addictologique n'existe pas, on agit déjà depuis des décennies dans notre pays au niveau des politiques publiques sur cette santé addictologique. Et je voulais rappeler simplement le rôle de la MILDECA et de son président, le docteur Nicolas Pris. J'ai pu retrouver un podcast qui avait été fait sur le sujet où il parlait justement de la MILDECA comme d'un laboratoire qui permet de travailler sur les comportements addictifs des plus jeunes dans notre pays. Et c'est un peu cette notion expérimentale finalement qu'il donnait à la MILDECA. C'est l'esprit même de cet atelier autour de la santé addictologique, de pouvoir définir un concept qui n'est pas seulement un concept scientifique ou médical, mais plutôt un concept politique et peut-être une arme politique pour encore avancer sur le sujet de la prévention des addictions et des comportements addictifs. En synthèse, et avant de donner la parole à nos différents intervenants, donc je synthétise rapidement ce que j'ai pu dire. Le concept de santé mentale est très répandu, mais celui de santé addictologique est pour ainsi dire inexistant. Et pourtant, la question des addictions est présente partout dans notre société, avec une hausse des enjeux en termes de santé publique sur les nouvelles formes d'addiction. Est-ce que demain, il faudrait désigner la santé addictologique comme grande cause nationale ? Encore une fois, si c'est pour aussi peu avancer qu'on l'a fait en 2025 sur la santé mentale, je ne suis pas sûr que ce soit l'objet de cet atelier. Le sujet, c'est plutôt de se dire aujourd'hui, au-delà des stratégies déjà existantes des pouvoirs publics, et notamment celle de la MILDECA qui est un acteur central, comment cette notion de santé addictologique peut nous permettre d'avoir une stratégie encore plus puissante et intégrée sur la lutte contre certaines formes d'addiction dans notre pays. Et c'est le moment de creuser la parole avec un certain nombre d'experts et professeurs. Je vous laisse introduire notamment Marie Dos Santos pour commencer. Très bien, merci. Donc, voilà, nous allons commencer à répondre à ces questions. Donc, première phase, chaque intervenant va répondre 5 à 10 minutes. Et on est attentif pour que chacun ne dépasse pas 10 minutes, pour que chacun puisse donner un premier élément et qu'ensuite on puisse échanger avec vous et puis refaire un tour de table et affiner, modifier et construire quelque chose si on peut. Et donc, nous allons commencer avec Marie Dos Santos. Alors, vous avez vu que majoritairement sur l'estrade, il y a des professionnels de santé, mais il y en a 2 qui ne le sont pas, donc Aurélien Vautard et Marie Dos Santos. Et Marie Dos Santos est sociologue, elle travaille au CESTIM, qui est dans une équipe dirigée par Perrine Roux, merci. Ne lui dites pas. Hein. Perrine Roux, et c'est enregistré, flûte, j'avais oublié. C'est bête. Bon, je verrai avec Jean-Pierre pour couper. Et voilà, bref, donc Marie, et donc dans son groupe, cette équipe étudie les enjeux des addictions, des usages et de la place des usagers dans ces éléments. Et donc, Marie, votre perspective sur les questions posées par l'atelier. Vous avez carte blanche, 10 minutes. Excellence. Merci beaucoup, Marc, pour cette invitation. Alors, d'abord préciser que l'invitation, effectivement, elle s'est d'abord adressée à Perrine Roux, mais en l'occurrence, Perrine est dans l'atelier d'en face. Est-ce que vous m'entendez ? Ok, merci. Donc, Perrine est dans l'atelier d'en face. Elle présente un atelier autour de la question des bénéfices qui a déjà été évoqué tout à l'heure en plénière. Donc, je me fais un petit peu le relais de ces propositions qui ont été faites.
Et vraiment, donc je renouvelle mes remerciements à Marc, à la fois pour sa participation au réseau AREN, que je vais m'empresser de vous présenter. Le réseau AREN qui est venu en fait présenter un atelier le premier jour, mercredi, et donc qui poursuit les réflexions autour de la question des bénéfices en matière de drogue. L'idée, en fait, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment l'ATHS s'est beaucoup construit autour de perspectives addictologiques. Effectivement, vous l'avez nommé, nous avons surtout dans les plénières, dans les ateliers, des professionnels en blouse blanche qui interviennent. Et pour autant, on voit bien quand on resitue un petit peu l'histoire de la THS, dès le départ, une volonté quand même un peu d'entrisme, de groupes d'autosupport, de personnes qu'on dira concernées par les pratiques d'usage, et en tout cas un intérêt de donner accès à la parole de ces personnes. Donc le réseau AREN, en fait, c'est vraiment cet intérêt-là de mettre en commun des chercheurs du milieu académique et des acteurs communautaires de l'autosupport pour faire remonter en fait les besoins de terrain au plus près des personnes concernées. Donc l'atelier sur les bénéfices, en fait, je vais citer Chapard et Pourchon qui sont intervenus tout à l'heure, c'est d'essayer de définir comment la place des bénéfices est aussi un véritable objectif clinique pour aider les personnes qui utilisent des drogues à sortir de l'autostigmatisation et regagner du pouvoir d'agir. En l'occurrence, moi, c'est vraiment là-dessus que je vais essayer de réfléchir avec vous. C'est comment les termes que vous produisez, vous, en tant qu'addictologue, chercheur également en addictologie, les termes que vous produisez peuvent avoir des effets sur les personnes concernées. Le terme toxicomanie, qui est toujours dans ATHS, on le sait très bien aujourd'hui, a fait énormément de mal aux personnes concernées. Énormément de mal, encore aujourd'hui, parce que ce sont des personnes qui, parfois, n'osent pas s'adresser à des lieux de soins, parce qu'ils savent que cette étiquette qui colle à la peau va les discréditer et va les empêcher parfois d'avoir accès à certains services, etc. Donc je pense que c'est très important. Et si aujourd'hui on réfléchit à l'idée de à quoi ça peut servir santé addictologique, je pense que c'est intéressant d'aller travailler dans la nuance. Qu'est-ce que ça peut produire? Et est-ce que ça peut, encore une fois, produire de la stigmatisation? Donc je vous propose qu'on réfléchisse à ça. Il y a l'idée, donc on a situé les blouses blanches à côté et la sociologue de l'autre, mais du coup, je tiens quand même à signaler, effectivement, donc nos regards sont situés, et effectivement, vous, à vos endroits de pratique, évidemment, vous rencontrez les personnes en souffrance, vous rencontrez les gens qui viennent vous demander de l'aide. Moi, dans ma perspective sociologique, dans mes approches du terrain, justement, je vais voir tous les autres, c'est-à-dire les 90%, les 70% de personnes qui consomment des drogues et finalement qui s'en sortent pas si mal. Cependant, ici, si on travaille sur la question de la santé addictologique, je pense qu'il est nécessaire et important de s'intéresser à quelle peut être cette santé addictologique pour les personnes que vous rencontrez au quotidien et qui donc sont en souffrance. En l'occurrence, il me semble aussi que il faut qu'on essaye de retrouver, et c'est pour ça que cet espace me paraît intéressant, et cet entrisme de l'autosupport au sein de la THS est important, parce que pendant très longtemps, les approches du tout abstinence versus les approches de réduction des risques se sont opposées, ont été dos à dos. Et pour autant, on se rend bien compte qu'il est nécessaire, quand on discute avec des personnes concernées par les pratiques d'usage, de plutôt penser en termes de continuum. À certains endroits, les personnes veulent aller vers l'abstinence. À certains endroits, les personnes veulent reprendre le contrôle sur leur consommation. Donc ça, c'est un peu les principes de base de la réduction des risques. Mais pour autant, il y a quand même, à un moment donné, un endroit où ça coince dans la perspective du tout abstinence, qui a été longtemps perçu aussi diabolisé du côté de la réduction des risques, et l'addictologie qui a peut-être diabolisé d'une certaine manière la réduction des risques. Donc essayons de faire communiquer ces espaces. Du coup, essayer de se rendre compte aussi comment le fait que l'essentiel des recherches qui ont travaillé sur la question des problématiques en matière de drogue, et donc de ces usages qui conduisent à des situations de souffrance, ont invisibilisé l'ensemble des autres pratiques de consommation. Et donc ça, c'est intéressant quand on voit comment on produit la science. On produit également de l'ignorance. Cette production d'ignorance, elle a des visées politiques. C'est-à-dire que quand on éclaire un endroit,
et qu'on invisibilise un autre, il y a un enjeu politique. Et c'est pour ça que je suis ravie que vous ayez nommé l'intérêt de repenser cette question de la santé addictologique comme un enjeu politique. Je pense qu'il faut qu'on repolitise ces questions autour de l'addictologie. Je pense que c'est problématique de tourner le dos, en tout cas, de ces enjeux primordiaux aujourd'hui, qui sont, aujourd'hui, la réduction des risques est attaquée en France de manière très très radicale, et le cadre répressif qui devient le paradigme dominant dans toutes les approches en matière de drogue doit être soulevé, et on ne peut pas avoir cette discussion sans nommer ces enjeux-là. C'est d'abord ça qui fait du mal aux usagers, c'est d'abord ça qui fait que les usagers prennent du retard à aller vers le soin, etc. Donc, intérêt heuristique pour les sciences de s'intéresser à ces usagers qui vont bien, mais intérêt évidemment politique et également, il me semble, clinique, comment accompagner des personnes pour que leur consommation ne soit plus dans la souffrance. Quand Marc m'a proposé cette discussion autour de la santé addictologique, ma première réflexion, c'était on est face à un oxymore, santé addictologique, addictologie égale une addiction égale une pathologie. Du coup, je me suis vraiment interrogée sur la pertinence finalement de cette dénomination et à quoi ça pouvait servir, qu'est-ce que ça pouvait produire. Donc un peu ironiquement, et je ne pense pas qu'on puisse la retenir, je proposais santé psychotropique ou santé en tout cas avec usage. Ça, je pense que c'est peut-être plus neutre. En tout cas, il me semble qu'il faut... donc la proposition, c'était, pour aller plus loin dans le narratif que nous a proposé Marc, c'était essayer de réfléchir à cette notion de santé addictologique en lien avec les questions de santé mentale. Les questions de santé mentale qui ont travaillé également sur les notions de rétablissement. Les notions de rétablissement qui peut-être pourraient être un élément pour réfléchir à la sortie du seul paradigme de l'abstinence. Donc je l'ai dit tout à l'heure, la question de l'évolution des terminologies et comment le terme toxicomanie a été peu à peu remplacé par le terme addiction. En l'occurrence, aujourd'hui, il y a une normalisation de la notion d'addiction. Parce que ça a permis à la fois d'ouvrir sur les champs donc, de ce qu'on appelait anciennement la toxicomanie, mais également de l'alcoolisme, du jeu pathologique. Enfin, vous les avez cités tout à l'heure, et puis chaque intervenant reviendra là-dessus. Mais en l'occurrence, c'était aussi développer une approche dite plus scientifique, une approche neurobiologique et comportementale qui s'opposait en fait à la tradition psychanalytique qui était quand même largement dominante jusqu'alors dans la prise en considération des usages de drogue. Cependant, moi j'invite à avoir une vigilance aussi. Ce terme addiction n'est évidemment pas neutre et je pense qu'il faut qu'on veille à situer où cette notion a été produite, et elle participe à réifier une hiérarchisation des savoirs. C'est-à-dire que c'est un terme qui vient du savoir biomédical, qui est un savoir dominant. Qu'est-ce que ça fait aux gens qu'on accole cette définition d'addiction? Comment les gens reproblématisent leurs expériences intimes, leurs expériences de vie, au prisme de ces concepts que vous, ici autour de la table, participez à construire. Je pense que c'est intéressant, effectivement, quand vous rencontrez des patients, vous voyez bien, et j'ai beaucoup aimé, Marc, à un moment donné, vous parliez de comment certains patients tourner leur récit, problématiser leur expérience autour de leurs difficultés, autour du craving, de manière à pouvoir avoir accès à vous, professeur Aurillacan. Et je pense que c'est intéressant, effectivement, là, parce qu'on se rend bien compte l'effet performatif de ces catégories. Les gens réinscrivent leur histoire de vie autour des catégories que vous leur proposez. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça leur apporte, éventuellement? Dans quelle mesure ça peut servir de levier pour modifier leur action, pour avoir une réflexivité? Mais en quoi ça peut être également limitant, stigmatisant, enfermant dans une catégorie dans laquelle l'ensemble de leur réalité n'est pas forcément contenu? La normalisation du terme addiction, donc, n'est pas sans effet. J'ai rappelé la question du contexte politique et le risque, en fait, qu'avec ce terme uniquement biomédical, on perde de vue les enjeux autour des risques liés à la prohibition, les risques liés à la stigmatisation, les risques liés au contrôle social. Donc,
soyons attentifs à prendre en compte ce que la guerre à la drogue, la guerre aux drogues, ça a été dit plusieurs fois, joue sur les termes que nous utilisons. Mon objectif ici, donc, c'est 1 minute. Mon objectif était beaucoup trop long par rapport au temps que j'avais. Mais c'est pas grave. Non, je respecte mon temps. Je trouve que le respect des règles, c'est très important. Vous imaginez bien. Donc je reviens sur... Je terminerai du coup là-dessus, et puis on aura une discussion, et c'est pas bien grave. L'idée, c'est d'ouvrir une discussion, donc c'est très bien. Je proposais, si on parlait plutôt que de santé addictologique, de santé psychoactive dans la clinique. Ce serait l'idée d'accepter qu'il y a des effets pluriels des substances, des recherches plurielles par rapport aux substances, et qu'on ne prend pas uniquement l'usage au prisme des risques liés à la prise de produits, mais également les intérêts, les bénéfices, comme ils disent dans l'atelier d'à côté. Moi, je préfère utiliser le terme de fonction sociale. À quoi ça sert ? Quelles sont les bonnes raisons, c'est Raymond Boudon, un sociologue qui parle comme ça, quelles sont les bonnes raisons qu'ont les gens de consommer ? Qu'est-ce qui fait sens pour eux dans leur consommation ? Et à tous les endroits de la consommation, les prises initiales de produits et dans la continuité, dans ce que vous appelez les addictions, qu'est-ce qui explique que les gens au quotidien reprennent un produit ? À quels endroits ça fait sens pour eux dans leur parcours ? Et donc, l'idée, c'est de penser la santé dans un processus ancré donc, dans ces contextes de vie, et non uniquement dans des formes abstraites, donc bien ancrées dans une clinique et au-delà de la clinique. Donc, pour cela, au-delà de la clinique, c'est une santé qui soit construite avec les personnes concernées, et non pas uniquement sur elles, mais avec elles. Le principe bien connu des gens dans la réduction des risques, mais certainement oublié des blouses blanches à bien des endroits. Ce que les savoirs addictologiques font aux personnes qui consomment, donc quelles sont les catégories ? Eh bien, je termine là-dessus, c'est parfait, je raccord. Et également, peut-être essayer d'embrayer sur qu'est-ce que les savoirs des personnes concernées peuvent faire au savoir des addictologues. Voilà. Un va-et-vient, on peut discuter ensemble, et que l'écoute, elle soit à tous les endroits. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie dos Santos. Et puis, on pourra reprendre un peu le fil de cet échange de toute façon tout à l'heure. C'était important de commencer avec cette rampe de lancement et cette vision d'une sociologue sur le sujet. On va sur un autre angle de vue, un autre angle d'attaque maintenant avec le docteur Sébastien Gard, donc, qui est psychiatre, président de la commission médicale d'établissement de l'hôpital Charles Perrins à Bordeaux, qui est un établissement de santé mentale, mais qui a aussi une offre en addictologie, qui est très liée à celle du CHU de Bordeaux dans un pôle interétablissement. Sébastien Gard, donc, c'est le chef de la communauté médicale, qui a été réélu avec un score d'ailleurs qui ne ferait pas lire d'envie n'importe quel dictateur européen ou africain récemment, c'est important de le rappeler. Il est aussi vice-président de la commission médicale de groupement Alliance de Gironde, c'est-à-dire qu'il a une vision de la filière addictologique des 10 hôpitaux publics de la Gironde. Et c'est à ce titre-là que je voudrais poser une première question. Est-ce que ce concept de santé addictologique, il peut permettre de réfléchir peut-être mieux à l'échelle d'un département et d'une filière de soins ? Alors, un grand merci, cher Aurélien. Merci aux organisateurs du congrès de m'avoir proposé de communiquer à vos côtés. J'en suis ravi et fier. Et je viens effectivement avec mes 2 casquettes, mes 2 bérets, entre guillemets, pour être un peu plus local. Quoique le béret basque soit béarnais d'origine. Mais bon, on pose ça là. Oui. C'est un autre atelier, ça. C'est un autre atelier. Donc, on va commencer effectivement avec la première casquette, c'est celle de président de CME et de la vice-présidente de la commission médicale de groupement. Donc, il faut savoir que les établissements hospitaliers publics sont regroupés de façon juridique au sein d'un groupement qui s'appelle un groupement hospitalier de territoire. Et il se trouve qu'en Gironde, notre GHT s'appelle Alliance de Gironde, et il regroupe l'ensemble des hôpitaux publics du département, ce qui en fait 10, effectivement, avec donc un établissement principal qu'on appelle l'établissement support, qui est, sans surprise, le CHU de Bordeaux.
Et effectivement, moi, je me suis, en tant que psychiatre, positionné pour la vice-présidence et pour œuvrer aux côtés du docteur François Rouanet, le président de la commission médicale de groupement. La commission médicale de groupement étant cette assemblée qui rassemble les médecins intervenant sur les différents sites. Un des rôles de cette commission médicale de groupement, c'est de pouvoir élaborer le projet médical partagé, ou plus exactement le projet médico-soignant partagé, car il s'agit de le co-construire avec les infirmiers, les représentants des infirmiers, et en tout cas du personnel soignant. Avec cette particularité qui est la nôtre en Gironde, c'est de devoir gérer un département qui est le plus grand département de France, donc avec de grandes distances. Quand vous partez de Soulac pour aller à Capsieux, il faut compter à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour traverser la Gironde, donc un grand département, et avec une très grande disparité, puisqu'on va avoir des zones très urbaines, bien évidemment Bordeaux et sa métropole, et aussi des zones très rurales, très distantes, pour ne pas dire enclavées, comme peuvent l'être le Blayais ou encore la péninsule du Médoc. Donc la première mission de ce groupement hospitalier de territoire, c'est d'étendre et de structurer l'offre de soins publics sur le territoire. Alors j'en viens à la question de la dictologie, parce qu'il se trouve que dans cette logique, la dictologie a été et est encore et sera demain le fer de lance de cette logique en fait, de diffusion de l'offre de soins publics sur le territoire. Pour vous faire un petit historique, il y a quelques années de ça a été créé le pôle interétablissement d'addictologie entre le CHU de Bordeaux et le centre hospitalier Charles Perrins, un pôle qui est dirigé aujourd'hui par le professeur Fatsias qui est à mes côtés. Donc les relations sont optimales entre le centre hospitalier Charles Perrins, celui où j'exerce, qui est un établissement public de santé mentale, et le CHU de Bordeaux. Et ces conditions nous ont permis de constituer ce pôle, qui est une première en France, aujourd'hui, ce pôle interétablissement, structuré spécifiquement autour de la dictologie. Et ça se passe tellement bien, l'offre de soins est tellement lisible et pertinente que nous allons étendre, on échangeait avec le professeur Fatseas à ce sujet avant le début de la session, nous allons étendre ce pôle interétablissement à l'ensemble des hôpitaux de notre groupement hospitalier de territoire. Il y a une vraie raison à ça, à mon sens, il est nécessaire de perfuser de l'addictologie, du soin addictologique, le plus possible dans les services de MCO, donc médecine, chirurgie et obstétrique. L'idée étant de mettre le bon soin, je crois, c'est une devise que je me fais fort d'appliquer, mettre le bon soin en face du bon patient au bon moment. Moi, j'ai appris quand j'étais interne avec le professeur Auriacombe qu'il ne fallait pas attendre, entre guillemets, qu'un patient soit prêt à aller vers l'abstinence, mais qu'il fallait être plutôt dans la proactivité, et que par définition, l'addiction fait qu'on a des difficultés à aller seul, voire une impossibilité bien sûr, à aller seul vers l'abstinence. Donc l'idée, à travers cette organisation institutionnelle, est de pouvoir être dans l'aller vers, dans la proactivité, encore une fois, pour promouvoir du soin addictologique, là où il faut, y compris dans les services de chirurgie orthopédique, quand quelqu'un, suite à une intoxication alcoolique aiguë, se fait une fracture de jambe, y compris dans un service d'hépatologie, lorsque, du fait des complications liées à l'imprégnation d'alcool, une personne vient à être hospitalisée dans ce service. C'est le principe, évidemment, de la dictologie de liaison, mais étendu à l'ensemble d'un territoire. Voilà, donc je voulais effectivement rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont pu rendre ça possible et faire en sorte que la dicto soit encore, alors on peut utiliser plein de métaphores, mais la tête de pont ou le fer de lance de notre volonté de coopérer entre établissements hospitaliers du territoire. Voilà, en quelques minutes, je garde ma deuxième casquette pour une question ultérieure, je pense, Monsieur Vautard. Merci. On peut peut-être enchaîner avec cette deuxième question pour le coup. Effectivement, en tant que psychiatre adulte et spécialiste de la bipolarité, responsable du centre expert bipolaire, une question qui est peut-être un peu provocatrice avec autant d'éminents addictologues autour de la table. Mais est-ce que finalement les addictions sont seulement des comorbidités de problèmes de santé mentale ou est-ce que ce sont des problématiques de santé à part entière? Ce qui revient à poser la question de la santé addictologique. Alors, le regard du psychiatre, du bipolarologue est quand même très tronqué, puisqu'on voit par définition essentiellement des patients qui souffrent de pathologies psychiatriques.
Et quand ils souffrent d'addiction, par définition, ils souffrent aussi d'un trouble de l'humeur, en l'occurrence pour ce qui me concerne. Alors, un petit mot sur cette offre de soins, donc sur cette deuxième casquette. Donc, effectivement, je m'occupe du centre expert sur le trouble bipolaire, qui est un centre à vocation régionale, dont l'objectif est d'offrir un temps d'évaluation diagnostique approfondi, particulièrement lorsque se posent certaines questions de diagnostic différentiel entre un trouble bipolaire de l'humeur, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble de la personnalité, etc., puisque ces manifestations cliniques se caractérisent par essentiellement un phénotype autour de l'hyperréactivité émotionnelle, ce qui peut donner lieu à confusion. Et il se trouve que ce phénotype d'hyperréactivité émotionnelle constitue un substratum assez clair et évident, propice à l'installation de pathologies, à l'installation d'addiction. Donc, c'est effectivement un sujet d'intérêt pour nous. On a connu, quand j'ai commencé la psychiatrie, on parlait de comorbidité. Là, aujourd'hui, on parle davantage de pathologie duelle. Et je pense que ce modèle est bien sûr extrêmement pertinent, parce que il faut voir cette coexistence, cette pathologie duelle, comme possiblement la résultante d'une vulnérabilité commune. Et je parle de vulnérabilité au sens génétique, mais aussi au sens environnemental du terme. La vulnérabilité génétique, je pense qu'elle mérite largement d'être étudiée. Et là, j'ai relu ces quelques jours un article, une collaboration internationale dans laquelle mon ami, professeur Issik, est impliqué, Romain Issik, de Fernand Vidal, une collaboration internationale qui montre qu'il y a des profils génotypiques, des profils génétiques communs, et propices au développement à la fois de pathologies thymiques, de troubles bipolaires, et à la fois à l'installation d'addiction, notamment dans cette étude d'addiction au cannabis. Et je pense que c'est l'avenir d'ailleurs, de pouvoir déterminer des sous-groupes homogènes de patients. Alors on appelle ça en psychiatrie la psychiatrie de précision. Je pense je vous laisserai compléter, mais qu'on peut parler d'addictologie de précision aussi. Pour rester sur la question du trouble bipolaire, le terme trouble bipolaire regroupe des réalités cliniques qui sont très très différentes. Alors on a essayé d'affiner les choses. Les auteurs Akiskal et Angst ont parlé notamment de spectre bipolaire. On a parlé de trouble bipolaire type 1, type 2, type 3. Aujourd'hui, on parle essentiellement de type 1, type 2. Sans rentrer dans les détails, mais ça désigne encore des choses très différentes, parce que dans le groupe trouble bipolaire de type 1, il y a des réalités cliniques très différentes les unes des autres. Certains vont avoir une polarité maniaque exclusive, d'autres au contraire vont faire autant de dépression que de phase maniaque, etc., etc. Et on pourrait répéter à l'envi comme ça l'hétérogénéité de ces catégories diagnostiques. L'avenir, à mon sens, c'est de pouvoir définir dans ces populations-là des sous-groupes de patients qui ont le même diagnostic au sens DSM, mais qui ont des caractéristiques communes qui les distinguent des autres groupes de patients au sein de la même entité diagnostique, DSM, trouble bipolaire par exemple. L'idée, c'est de pouvoir trouver des biomarqueurs spécifiques qui constitueraient aussi potentiellement, si on est ambitieux en termes de pensée, des cibles thérapeutiques curatives, mais aussi, pourquoi pas, des cibles en termes de prévention. Là, j'anticipe un peu sur la question de la prévention. Par exemple, dans la conclusion du papier dont je parle, qui a été publié dans le Lancet Psychiatry en 2023, c'est de dire, finalement, si on arrive à isoler des profils génotypiques à risque, qui pourrait prédire à la fois l'évolution vers un trouble de l'humeur et vers un trouble de l'usage du cannabis, peut-être qu'on pourrait mettre en place des programmes d'éducation thérapeutique, ou en tout cas des programmes préventifs pour ces populations-là, et pour éviter qu'il y ait une transition vers un état morbide. Voilà, en quelques mots. Mais du coup, je pense que j'ai dépassé les 10 minutes, mais j'ai répondu à 2 questions. Merci, docteur. Non, c'est dans les temps. C'est parfait. Merci. Donc, on va maintenant passer au prochain. Donc, le docteur Patrick Bendimerad, qui est praticien hospitalier en psychiatrie, également diplômé d'addictologie et addictologue, qui est chef du pôle de psychiatrie du groupe hospitalier La Rochelle-Réaunis, président du CMG
donc l'équivalent de la CME du groupe, du groupe hospitalier de territoire Nord Charente-Maritime. Et donc, les questions, donc je donne toutes les questions et comme ça, tu les gères. Voilà. Donc, dirais-tu que le rapprochement, voire la fusion d'établissements de santé, comme c'est le cas entre La Rochelle et Rochefort, peut permettre une meilleure structuration des filières de soins et une meilleure santé addictologique de nos citoyens? Il n'est pas, c'est l'une, hein, il n'est pas simple de tracer la frontière entre normal et pathologique. Qu'est-ce qu'être en bonne santé addictologique? Être abstinent ou avoir un usage raisonné, y compris pour les substances, est-ce raisonnable? Peut-on utiliser des substances pour gérer des troubles psychiatriques et restaurer sa bonne santé mentale? De l'autre côté, et comment lutter contre les mécanismes qui peuvent nuire à notre santé addictologique, notamment en matière d'écran, qui est un sujet que tu connais bien. Et finalement, donc, penses-tu que la santé addictologique soit une composante de la santé mentale ou existe-t-elle en tant que telle? Alors, je vais essayer d'être bref. Hein. Alors, pour répondre en premier à la première question sur est-ce que nos fusions d'hôpitaux, etc., sont propices à aider nos concitoyens à avoir une meilleure santé addictologique, je pense que oui. Je pense qu'il faut que nous soyons lisibles, tant pour les usagers que pour aussi nos partenaires, je dirais intermédiaires entre les usagers qui ont été repérés, potentiellement en difficulté, et nous-mêmes, filières de soins. Et on doit être lisible et facile et simple d'accès. Voilà, donc première chose, je pense qu'effectivement, de mutualiser, comme ce qui a été évoqué tout à l'heure par Sébastien, sur les PIE, etc., je pense que ça permet quand même une vision globale et je dirais un maillage territorial, ça a du sens. On ne peut pas enlever, je pense en psychiatrie, la dimension émotionnelle de on connaît les gens, il y a un maillage, on les connaît bien, plutôt que des grandes mastodontes. C'est, je dirais, une fusion pour faire amener du sur-mesure à chacun au bout du territoire. Et donc, je pense que c'est important qu'il y ait ce maillage-là. On sait bien que parfois, on a du mal à recruter sur certains territoires. Donc, je pense que c'est important de regrouper les forces pour mieux mutualiser. Voilà, ça, c'est une vision plus politique. Voilà. Alors, une question qui m'intéresse beaucoup, c'est la question entre le normal et le pathologique. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal? Qu'est-ce qui est pathologique, qu'est-ce qui n'est pas? Puisque s'il y a des gens normaux, après tout, est-ce qu'il faut les soigner? C'est un vrai sujet. Et qui détermine et de quel droit qu'est-ce qui est pathologique? Alors moi, je suis de formation scientifique, donc je vais partir sur une métaphore scientifique. Je dirais que pour parler de la norme, je parlerai de la norma, au sens juridique aussi, et l'équerre, effectivement, que ce soit. Et cet équerre m'amène à une perpendiculaire. Et je dis ça, c'est pas par hasard, c'est un petit clin d'œil scientifique. La perpendiculaire, je suis droit. J'ai une collègue qui dit j'aide les gens à être des hommes debout. Mais c'est pas ridicule. Mais la perpendiculaire, je vais garder une vision 360. C'est-à-dire que dans l'addictologie, et je l'ai appris il y a 25 ans avec Marc Auriacombe, on pourrait faire une métaphore avec le champ visuel, on passe de 180 degrés à 10 degrés, puisque toute mon anima, toute ma charge mentale va être polarisée le plus souvent autour du produit ou du comportement, et en tout cas va restreindre d'autres sources potentielles d'intérêt et de plaisir qui correspondent à mes valeurs, puisque parfois mon comportement addictif va, j'emploie un mot fort, violer mes valeurs. Et donc du coup, si je suis droit, si je reste, je dirais, vision 360, quelque part, on peut dire que je suis d'un certain degré. Alors, moi, je reviens sur. On parlait santé addictologique. Je dirais, je le définirais un peu, pour prolonger les propos de notre sociologue, sur le terme d'équilibre addictologique. Et un équilibre dynamique, comme sur un vélo. Un vélo à l'arrêt, il ne fait pas grand-chose, mais dès qu'on pédale, ça avance. Donc je verrai cette image-là de manière dynamique sur le plan addictologique. Donc voilà un petit peu ma vision, moi, de ce qu'on pourrait évoquer, de mon point de vue, sur la santé addictologique. Alors ensuite, bien sûr, il y a la question par rapport au traitement, par rapport est-ce que si je prends des produits, c'est bien pour que j'aille mieux, pour que j'aille bien dans ma peau. C'est une vaste question. Est-ce que même, s'il avait été évoqué, est-ce que des produits peuvent m'aider à me sentir bien en fait, Après tout, faites l'apéro ce week-end, si vous avez du monde chez vous au jus d'orange, l'ambiance ne sera pas la même qu'avec du vin. C'est certain, c'est une vérité. Et sans être pathologique, sans être malade. Donc effectivement, alors moi je me dis, si je consomme une substance et que cette substance gère à ma place un trouble psychiatrique potentiel. Par exemple, imaginons que je sois anxieux avant de parler en public, ce qui n'est pas le cas, eh bien, j'aurais peut-être pris un Xanax avant de venir, ou à table, j'aurais vu 2 verres de rosé, ça m'aurait détendu. Alors, Mélina et Aurélien auraient dit, Patrick, ils ont l'alcool, c'est quand même bizarre. Mais ça aurait été efficace. Ça aurait été efficace. Ça aurait éteint mon système d'alerte, j'aurais pu discuter et traiter ce trouble. Le problème, c'est qu'en faisant ça, je donne les clés de mon cerveau au produit.
Et donc, ça entraîne des dommages, puisque l'alcool va entraîner d'autres dommages quand même. Le Xanax, moins, mais quand même, on a des patients en difficulté avec les benzos, puisque c'est pareil, ça reste une gestion externe d'une difficulté, et je confie les clés. Alors moi, je me disais quand même, après tout, il faut une vision scientifique et non pas morale, mais c'est le travail actuellement sur les psychédéliques, sur le potentiel thérapeutique des psychédéliques. Donc je me dis, si quelque part je prends une substance, que cette substance me permet, moi, de renforcer mes défenses psychologiques et d'affûter mes outils psychologiques pour qu'ensuite, je puisse, en ayant utilisé cette substance comme un tremplin, arriver à affûter mes défenses pour mieux fonctionner. Ah ben, je suis OK. Je suis OK, après tout, si ça n'entraîne pas de dommages. Si les psychédéliques, par exemple, me permettent ensuite de retrouver, d'avoir une action neurobiologique, je dirais, sur mes sécrétions de neuroamines endogènes, et que ensuite, j'ai un taux de sérotonine, j'ai sur les hypothèses sérotoninergiques, mais qu'au bout du compte, je me remets à pédaler, pourquoi pas ? Quelque part, c'est un stabilisateur qu'on m'a donné, comme quand j'ai appris à faire du vélo. On m'a mis des petits trous, et puis ensuite, j'ai appris à faire du vélo. Donc, pourquoi pas ? Moi, je me dis, pourquoi pas utiliser toutes sortes de substances, si tentées qu'elles ne génèrent pas d'autres complications inhérentes et non exploitées à ce jour, mais pourquoi pas m'appuyer sur ces substances pour qu'ensuite, je puisse, moi, être autonome. Je reviens toujours à ça, la charte éthique de l'OMS. L'autonomie est un élément moteur. Hein, et les patients avec l'UNAFAM, ils parlent de rétablissement, et ils ont raison, de refonctionner comme avant, et non pas de ne seulement plus souffrir. Hein, donc, du coup, si ce produit me permet de me rétablir, à titre personnel, je me dirais, de mon expérience de psychiatre addictologue, je suis OK pour qu'on utilise des substances qui vont m'aider à ce que moi-même ensuite, je puisse garder le contrôle de mon cerveau, rester autonome et globalement bénéficier dans la vie d'attraits attentionnels et de choses qui me plaisent de manière qui seront satisfaisantes pour moi. Alors ensuite, la question des écrans, c'est mon dada. Mais c'est pareil, la question de l'usage des écrans. Alors on dit plein de bêtises parce qu'il y a tellement de choses à faire sur les écrans. Et puis effectivement, selon le système de valeurs qui est mis en place, je parle des jeux par exemple, jouer à Candy Crush ne va pas mobiliser le même système de valeurs que de jouer à GTA, où il faut trafiquer, tricher, mentir pour gagner. Alors que Candy Crush, c'est plutôt ménagère de moins de 50 ans, un jeu très bienveillant avec la nourriture, les pulsions profondes, tout ça, c'est étudié bien sûr, pour nous aider à jouer. Mais maintenant, si je joue à Candy Crush une demi-heure le soir en rentrant chez moi, et que je fais mes devoirs, que ça va bien en fait, hein, c'est pas le problème. Donc je reste sur cette vision effectivement aussi par rapport aux écrans de régulation, bien sûr, tout ce qui est excessif et insignifiant, donc tout interdire, tout ça c'est ridicule et puis on n'est plus dans ce monde-là. Donc je reste sur cette notion de peut-être éduquer les usagers aux écrans, ça c'est certain, éduquer, expliquer, on en a parlé il y a 2 jours dans notre atelier, il y avait Amine qui était présent, éduquer les personnes vraiment à un usage régulé, leur expliquer la captologie, toutes les stratégies mises en place pour nous capter devant les écrans. Une fois qu'on est informé, on peut mieux comprendre. Travailler alors sur un mode, je dirais plutôt TCC, sur le sens de ce que l'on fait devant les écrans. Hein, on peut faire des choses super chouettes. Ça apporte plein de choses géniales, les écrans. Mais à côté de ça, potentiellement, si je passe tous les soirs 3 heures à jouer au jeu, je ne ferai pas mes devoirs, etc., il s'entraînera des dommages. Donc il y aura une vraie problématique. Donc éduquer les personnes pour les écrans, c'est important. Et on pourrait parler de santé aussi, dictologique devant les écrans. C'est un vrai sujet. Et après aussi, c'est bien sûr les contre-mesures aux écrans. De dire à des jeunes, passez moins de temps sur les écrans, si on ne s'occupe pas d'eux, s'il n'y a pas de terrain de basket en bas pour jouer, ça fait 2 fois que je le dis le basket parce que c'est un sport important. Hein, donc voilà, s'il n'y a pas de terrain de basket, s'il n'y a pas d'espace vert pour jouer ensemble, pour échanger, c'est compliqué de dire aux jeunes, passez pas de temps devant les écrans. Il y a tellement de choses formidables à faire. Donc l'éducation, effectivement, les parents, bien sûr, c'est une question qui dépasse le cadre addictologique. D'ailleurs, une question qu'on pose souvent. Docteur, à partir de quel âge on peut commencer à boire de l'alcool ? C'est une question que les patients me posent souvent. Alors moi, ce que je dis, je fais des formations pour les médecins, je leur demande leur avis. Moi, je dis, je réponds pas, parce que c'est une question sociologique. C'est pas une question médicale, c'est une question sociologique. Je pense que on peut dire le plus tard possible. Mais enfin, est-ce que moi, médecin, quelque part, mon point de vue va être meilleur qu'un autre sur dire si un papa, dans ses valeurs familiales, à un moment, à 18 ans, il va boire un verre de vin avec son enfant ? C'est un vrai sujet. Et donc, c'est pour ça que pour conclure un peu mon propos, je dirais qu'il est très important, à mon sens, de s'écarter quelque part d'une vision morale, hein, mais d'être plutôt sur une vision avec des éléments scientifiques qui sont probants, pour ensuite émettre des recommandations qui seront fluctuantes en fonction des données acquises de la science. Voilà, j'espère que j'ai à peu près répondu à une bonne partie des questions qui m'ont été proposées. Parfaitement. Merci docteur. On enchaîne avec une 4e intervention et le professeur Mina Fatsias. Donc on l'a déjà dit, chef du pôle interétablissement d'addictologie qui réunit le CHU de Bordeaux et Charles Perrins, et aussi présidente du collège professionnel des acteurs de l'addictologie hospitalière, autrement dit la COPA.
Professeur, peut-être une première question toujours large. Est-ce que finalement cette santé addictologique, c'est une santé à part entière ou est-ce que c'est une composante de la santé mentale? Merci beaucoup Aurélien pour ces questions. Merci pour cette invitation. Alors, je vais peut-être ralentir un peu le débit là parce que je pense que je ne vais pas pouvoir suivre le rythme. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Alors, moi, je voulais peut-être commencer pour essayer de répondre à cette question, de revenir un petit peu sur cette notion de santé mentale et donc par extrapolation de santé addictologique. Parce que je pense que c'est important de redéfinir un petit peu les limites et le périmètre de ce concept et peut-être d'avoir au moins un regard un peu critique ou peut-être de pouvoir identifier quelques risques que j'identifie moi autour de ce concept. Alors, tout d'abord, il me semble important de dire que la notion de santé mentale, finalement, ça va inclure des situations et un périmètre, finalement, un spectre qui est extrêmement large, puisque ça va inclure à la fois des problématiques autour du bien-être, voire du confort, du développement personnel, mais également des symptômes, finalement, d'intensité légère, modérée, alors que ce soit des symptômes de santé mentale ou des consommations, qui vont concerner finalement l'ensemble de la population, et jusqu'à des troubles psychiatriques, des addictions qui sont autre chose, qui sont des maladies chroniques, complexes, multifactorielles, dont on connaît le fardeau à la fois sanitaire, mais également les complications sociétales, familiales, sociales, etc. Et donc finalement, ça va regrouper des situations cliniques individuelles extrêmement hétérogènes qui nécessitent des réponses très spécifiques et très différenciées, à la fois en offre de soins, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes besoins, et également à la fois en termes de politique publique. Et donc, il me semble que c'est un premier écueil, parce que cette surmédiatisation à laquelle on assiste autour de cette notion de santé mentale, finalement, ça pourrait avoir comme conséquence une augmentation très forte de la demande de consultations multiples, de soins, etc. Et finalement, avec comme conséquence de retarder l'accès aux soins de ceux qui le nécessitent vraiment. Et puis également la question d'où est-ce qu'on va mettre les priorités en termes de politique publique et où est-ce qu'on va mettre l'argent en termes qu'est-ce qu'on va prioriser. Or, on a vu tout au long de ce colloque, ça a été rappelé qu'un enjeu pour les patients qui ont des addictions, c'est le repérage précoce, l'accès aux soins, et que c'est une véritable problématique parce qu'aujourd'hui, c'est encore trop retardé. Donc, il me semble que ça, c'est une première chose. Ça revient finalement à ce qui a été dit, c'est que les consommations de substances, à partir du moment où ça ne s'accompagne pas d'addiction, de dérégulation, de souffrance ou de complications, ça ne va pas forcément concerner le champ, en tout cas, le champ médical ou le champ de l'addictologie clinique et de nos prises en charge. Un deuxième écueil qui est de faire un focus autour de ces notions de santé mentale ou santé addictologique et de prévention, un focus sur l'individu, avec l'idée que finalement ce serait l'individu qui est vulnérable, certes, ça on l'a bien identifié, on a bien identifié des facteurs de risque, des vulnérabilités, mais ça gomme tout un autre pan et ça gomme une lecture qui serait beaucoup plus globale et systémique, qui est celle des facteurs sociétaux, environnementaux. Qu'est-ce que ça veut dire santé mentale des jeunes aujourd'hui si on fait si on ne regarde pas, si on fait abstraction des questions de crise sociétale, politique, des inégalités sociales, de la question de l'environnement au travail, etc. etc. Et donc, c'est finalement l'importance de rappeler que quand on parle de santé mentale ou addictologique, c'est tout à fait nécessaire d'avoir une approche globale, systémique, et d'avoir donc des approches à la fois de prévention et de politique publique qui soient globales. Et ça, je pense que parfois, c'est quelque chose qui n'apparaît pas si clairement que ça dans les politiques publiques actuelles. Voilà, donc ça, c'était un premier point qui me paraissait important pour redéfinir
quand on parle en tout cas d'addiction, on est sur une évaluation clinique et avec des prises en charge qui vont être adaptées aux besoins du patient. Alors, au-delà de ça, néanmoins, ça me paraît effectivement intéressant et important de pouvoir réfléchir à l'extension du concept de santé mentale à la question de la santé addictologique et essayer de définir finalement ce que c'est, puisque effectivement, et de pouvoir bien intégrer la santé addictologique comme une vraie dimension de la santé globale d'une personne et qui sera donc forcément en interaction avec la dimension psychologique, sociale, somatique, mentale. Alors, bon, on a bien sûr des éléments cliniques en tête. Hein. On connaît bien les interconnexions très fortes entre troubles psychiatriques et addiction dans le concept des pathologies, avec le concept des pathologies duelles, mais également l'impact des addictions sur le fonctionnement social des personnes et puis sur la santé somatique. Donc, on voit que ça a vraiment un sens d'intégrer cette dimension addictologique comme une dimension très importante de la santé. Et puis, au-delà de ça, on peut aussi donner comme exemple le fait qu'on n'a pas forcément besoin, enfin, il n'y a pas forcément nécessité d'avoir aussi une addiction pour que les consommations de substances, si par ailleurs elle peut être bénéfique sur certains aspects, ça a été rappelé, puissent avoir un impact sur la santé physique à partir de certains niveaux de consommation, mais également sur la santé mentale. On a l'exemple du cannabis avec les symptômes psychotiques, les troubles psychotiques et les troubles bipolaires, indépendamment finalement d'un trouble de l'usage du cannabis. Hein. Il y a eu un atelier sur le colloque qui a rappelé les effets dose, exposition cannabis et aggravation des symptômes psychotiques et des symptômes du trouble bipolaire. Donc il y a cette notion aussi à intégrer, mais on est à ce moment-là dans une médecine effectivement plus personnalisée où dans certaines situations, certains profils cliniques, les consommations peuvent également avoir bien sûr un effet très important sur la santé mentale. On peut faire aussi on peut citer des exemples similaires avec notamment le tabac qui va élever les niveaux de dépression ou d'anxiété. Donc on voit en quoi les dimensions de consommation vont avoir un impact effectivement très important sur la santé. Parfait, on a le temps peut-être pour une deuxième question, pour creuser encore un peu ce sujet. Peut-être, est-ce que les travaux de recherche en cours, justement, peuvent nous éclairer sur l'existence ou non de cette santé addictologique ? Oui, alors ça va revenir. Je vais essayer de redire finalement sur tout ce qui a été dit. Je pense qu'au niveau scientifique, c'est clairement établi qu'une bonne santé addictologique, ce n'est pas la non-consommation ou ce n'est pas l'abstinence. Donc, les données scientifiques nous aident effectivement à essayer d'avoir une définition un peu plus éclairée de ce que serait une bonne santé addictologique. Et les données aussi de la littérature permettent d'identifier aussi à l'inverse quels sont les facteurs, les déterminants qui sont impliqués dans le développement de l'addiction avec la dimension de perte de contrôle et de craving. Donc si on veut essayer de donner une définition, ce serait effectivement, ça a été dit, un usage qui serait finalement régulé, c'est-à-dire un usage qui aurait le moins de conséquences possibles en termes de santé globale de la personne, que ce soit sociale, somatique, psychologique, etc. Et donc en termes de prévention, ça va être donc l'idée de pouvoir effectivement communiquer et diffuser ce que seraient finalement des repères un peu de consommation à moindre risque, en prenant en compte la toxicité, la spécificité des différentes substances, avec des comportements, avec des repères en termes de fréquence, de quantité, de temps passé. Des approches bien sûr de réduction de risque, comment consommer à moindre risque. Et un élément important, ça a été bien identifié aussi pour les écrans, c'est la question quand même de l'âge. C'est-à-dire qu'en prenant en compte quand même cette question de l'âge, puisqu'on sait que plus ce sera précoce, une exposition répétée, plus potentiellement quand même ce sera une consommation potentiellement à risque. Mais pour continuer, pour finir, je ne veux pas être trop longue sur les aspects de prévention, c'est de pouvoir diffuser ces éléments-là, mais c'est aussi de pouvoir identifier
quelles sont les situations qui vont favoriser une utilisation régulée à moindre risque. Donc, on a identifié des facteurs liés aux personnes, c'est-à-dire comment aider les plus jeunes et aussi les adultes à renforcer leur contrôle sur leur consommation. C'est tout les programmes de prévention autour des compétences psychosociales, le programme Unplug qui va viser à renforcer l'estime de soi, la régulation des émotions, la prise de décision et tous ces facteurs qui vont aider la personne à mieux consommer en limitant le risque de perte de contrôle. Il y a d'autres facteurs qui ont été identifiés, c'est l'activité physique et aussi c'est le sommeil qui semble être quand même un élément très important pour mieux réguler. Donc voilà, c'est la question des facteurs de l'éducation autour de ces consommations. Et pour finir, c'est aussi dans quel environnement on va pouvoir être plus en capacité de réguler. Et là, clairement, de très nombreux travaux de cohorte ont montré que l'exposition à des événements adverses dans l'enfance, les traumas, les abus, les violences intrafamiliales ou les violences, le harcèlement, etc. Mais également les difficultés financières, sociales, défaut d'éducation et d'accès à l'éducation vont être clairement des facteurs qui vont impacter les trajectoires du neurodéveloppement, des troubles psychiatriques et influer sur les pratiques addictives. Donc c'est toujours cette approche systémique qui est très important d'avoir en tête. Et peut-être, puisqu'on a quelques minutes pour finir, une question ciblée, puisqu'on a beaucoup parlé des écrans depuis le début de cette table ronde, mais une question sur les troubles du comportement alimentaire, puisque vous avez développé au CHU de Bordeaux une filière complète de prise en charge des TCA. On parlait de ces nouvelles formes d'addiction et de santé addictologique. Quel est votre regard sur cette autre épidémie des troubles du comportement alimentaire ? Sur le plan addictologique, c'est vrai que l'alimentation et les troubles alimentaires vont être totalement intégrés dans ces aspects de santé addictologique et de pratiques addictives et de comportements addictifs. On sait depuis maintenant au moins 20 ans qu'il existe bien des comportements alimentaires de type addictif qui sont largement favorisés par l'exposition, la surexposition. Alors il y a eu un atelier ce matin pour ceux qui étaient présents, mais la surexposition à certains aliments qui sont des aliments ultra transformés, hyper palatables, et qui vont entraîner de très très nombreuses dérégulations de la prise alimentaire, qui vont aussi avoir un impact possible sur la santé mentale et la santé physique, avec des risques de développement de comportements addictifs vis-à-vis de l'alimentation, potentiellement vis-à-vis de l'ensemble des comportements addictifs, et des aliments qui sont impliqués dans très nombreuses maladies cardiovasculaires, métaboliques, diabète, obésité, voire certains cancers, et au niveau psychiatrique, potentiellement impliqués dans la dépression avec des phénomènes d'inflammation, etc. Donc là encore, on est dans une dimension très importante, prévention, prise en charge. C'est comment informer, diffuser l'information sur le rôle de ces aliments et le rôle de la surreprésentation de ces aliments dans notre alimentation. Mais là encore, s'il n'y a pas d'action de régulation des pouvoirs publics et d'éducation et de régulation en termes d'accessibilité, de disponibilité des prix, on ne pourra pas uniquement centrer les actions de prévention sur la seule responsabilité des individus. Il faudra prendre en compte l'ensemble de ces facteurs de vulnérabilité. Donc on est vraiment dans la continuité de ce qui a été dit jusque-là. Merci. Donc, on continue notre tour de table. Donc, avec le professeur Amin Beniamina, que tout le monde connaît, mais je rappelle quand même qu'il est psychiatre addictologue, professeur à Paris-Saclay, responsable d'un service à l'hôpital Paul Brousse, qui n'est pas l'hôpital du professeur Brousse, comme beaucoup pensent. Mais aussi donc président de la Fédération française d'addictologie, mais aussi depuis quelque temps, et sur ce sujet, ça peut avoir une importance, président de l'association Addiction France, autrefois connue sous le nom de ANPA. Amine, c'est à toi. Merci. Et du coup, oui, pardon, oui, les questions, c'est... Aurélien ? Voilà, je l'ai dit, comme vous voulez. Voilà. Oui. Non, Aurélien, j'aime bien quand tu ne le dis pas. Je sais pas s'il y a un micro, oui. Bon. Merci, cher Marc, cher Aurélien, d'avoir pensé à cette table ronde, en attendant qu'Aurélien trouve ses questions.
Ouais, très bien. Je me pose les questions, je ferai les réponses. Tu m'arrêteras le moment venu. Oui. Écoutez, merci. Je crois que je vais m'arrêter là. Tout le monde a parlé des écrans. J'ai appris beaucoup. Tant mieux. La question, c'est la première que je vois sous les yeux. Peut-on parler de santé addictologique? C'est quand même le concept sur lequel vous nous avez rassemblés. Et c'est vrai que c'est pas une réponse simple, puisque, a priori, santé ne rime pas forcément avec addictologie, en vérité. C'est l'impression que ça me donne. Et pourtant, pourquoi? Parce que quand même, l'addictologie est une discipline récente, mais les addictions, non. Puisque c'est un carrefour, et c'est un carrefour de compréhension, et forcément, c'est un carrefour dans lequel on a plusieurs types de réponses. Et ça renvoie tout simplement à la définition de la santé, la fameuse définition des années 60 de l'OMS. Et si on se repère à cette définition, très clairement, moi j'ai envie de dire, oui, la santé addictologique passe par la mise en place d'une réduction des risques avec une fonctionnalité biopsychosociale. J'ai l'habitude de dire que lorsqu'on a affaire à un accident de la voie publique, on a une personne qui subit un choc, se fracture le fémur, elle est opérée, bien opérée, puis bon, elle a une petite boiterie, personne ne dira que elle est capable d'aller travailler, même de faire du sport, s'occuper de soi. On ne voit plus cette boiterie, c'est pas plus mal, et ça n'est pas du tout stigmatisant. En revanche, lorsqu'on parle d'une consommation contrôlée ou bien d'un usage de drogue dans un contexte qui n'altère ni la relation à l'autre, ni la relation à soi, on reste quand même avec des points de stigmatisation. C'est là où, très clairement, cette définition de la santé s'arrête aux frontières des addictions. Parce qu'il y a un élément qui est inexistant en matière de santé somatique, c'est l'élément de l'appréciation des opinions malgré nous. Les addictions demeurent une pathologie du lien social. Le consommateur est un perturbateur de la neutralité, de la bienséance. Et donc, à notre corps défendant, nous avons des opinions que, lorsqu'on est bien élevé, on n'exprime pas, on réprime. Lorsque c'est pas qu'on est mal élevé, lorsqu'on est direct, on les exprime. Et j'ai le sentiment qu'en ce moment, on les exprime beaucoup, parce qu'il n'y a plus de contraintes. Et c'est un vrai travail, hein. C'est un vrai travail. Les préjugés, les schémas personnels qui deviennent des schémas sociaux ont tendance à s'exprimer très violemment lorsqu'il s'agit d'addiction. Ça commence chez nous, les soignants, y compris chez les addictologues. Ça commence chez nous, par le tri des patients. Moi, je vois les alcooliques, je ne suis pas très à l'aise avec les toxicomanes. Je me suis spécialisé chez les jeunes consommateurs de cannabis. Je ne supporte pas les chemsexeurs. Il ne dit pas que c'est quelque chose de rejetant dans sa conception philosophique personnelle. Il met en avant son expertise. Vaste fumisterie, addictologique. On est sur une discipline qui est à la fois scientifique, pas complètement, on y arrive, hein, heureusement qu'à Marc. On y vient, Absolument. on y vient, Oui, oui. on y vient. Et on est plein de temps dans On cet y vient, on atelier. y vient. On est dans une discipline qui se construit sur le plan médical, qui a encore de la place à se faire lorsqu'on est dans une CME. Ça dépend des personnalités. Mais on est surtout une discipline d'opinion et non pas de preuve. C'est compliqué, mais on n'a pas trop le choix. On a beau, évidemment, de venir avec des preuves. Le fameux evidence-based medicine, évidemment, qui ne peut s'exprimer en addicto, qui s'exprime ailleurs, mais on a du mal à convaincre. La première des choses, c'est qu'on vient avec des preuves en demandant des moyens pour pouvoir continuer dans le même sens. C'est une règle qui s'applique à toutes les disciplines, sauf à l'addictologie. Quand vous avez des craqueurs dans la rue, ce sont d'abord des voyous, avant d'être des patients. Et on sort d'une séquence retaillenne, évidemment fantastique, au cours de laquelle l'addictologie, c'est mieux en narcotraficologie. Avec comme très clairement comme support institutionnel à son corps défendant la Mildeka, qui s'est mis à faire 99% de fliquerie que de médecine. Donc on est dans une discipline dans laquelle l'impact sociétal, social et l'impact des opinions est très important. Et si on ne le sait pas, il faut arrêter de soigner des patients parce qu'on est dans le monde des bisounours. Voilà, ça c'est important à le dire une fois pour toutes. Deuxième question.
quelles actions doivent désormais être mises en place par les pouvoirs publics pour garantir une meilleure santé addictologique de nos concitoyens? Eh bien, il faut les interroger, nos concitoyens. Alors, je reprends la phrase des alcooliques anonymes qui disait ah, c'est tellement un bon sens. Lorsqu'une personne boit, 5 personnes autour trinquent, c'est la réalité. Le nombre de personnes qui viennent taper à nos portes, qui sont en position de pouvoir et d'opinion, qui ont des problèmes, elles, dans leur entourage, concernant les addictions, c'est vraiment, je veux dire, l'éducation soit populaire, et qui, sorties du bureau, ont une opinion différente lorsqu'elles sont à table ou bien avec les amis, totalement différente de la séance au cours de laquelle elles pleurnicheraient parce qu'elles étaient mal et elles avaient quelqu'un à prendre en charge, est édifiant, en commençant par les politiques. Un peu à la manière des pédophiles sénateurs américains qui sont les premiers à voter des lois pour pouvoir passer sous l'échafaud des pédophiles. C'est un peu ça. On a ce type de coexistence totalement antinomique dans les opinions. Donc, commencer à travailler sur un certain nombre de rapprochements entre la réalité et les opinions. C'est pour ça que la prévention primaire est capitale en matière d'addiction. Dire les choses. Dire que l'alcool, évidemment, tue 42 000 personnes parce que ce n'est pas de l'eau, c'est un produit difficile. Voilà. C'est le principe de la dénormalisation. Dire que le tabac tue, c'est plus facile que dire que l'alcool tue parce qu'on est dans un rapport de lobbyisme, puisque la question vient après. Hein. Je pense qu'il faut travailler sur le pensif, travailler sur les opinions, travailler sur les représentations, sinon le message ne passe pas. Il ne passera jamais. Il ne passera d'autant plus jamais que les politiques surfent sur la vague de la pluie ça mouille, les drogues c'est dangereux. C'est exactement ce qui se passe. Donc on assoit finalement l'ignorance dans des préjugés complètement partagés. Un autre point, je prends un exemple. On est avec des psychiatres qui font de la psychiatrie. J'en ai fait beaucoup, je continue à en faire. 2025, année de santé mentale. Santé mentale, pas psychiatrie, santé mentale. Il y a un non-dit, une scotomisation éhontée de l'addictologie, des addictions. On parle de santé mentale des jeunes qui se suicident, on parle des personnes qui vont mal, on a des journalistes de gros noms qui écrivent des livres. Et on sait clairement que parmi tous ceux qui parlent, il y a bien plus de la moitié qui ont une problématique addictive. C'est la règle plus que l'exception, puisqu'on est évidemment en pleine pathologie duel. Pas un politique, en commençant par mes propres collègues qui font la promotion du 2025, n'ont organisé des conférences de la communication sur les comorbidités et sur les addictions. Dernier des événements, je suis très factuel. Hier, je reçois un communiqué de ma maison, l'assistante des hôpitaux de Paris, ils ont fait une grosse conférence de presse, dans laquelle ils parlaient de psychiatrie périnatalité, neuropsychiatrie, psychiatrie de l'adulte, psychiatrie de la personne âgée, neuropsychiatrie. Ils étaient tous très contents, sauf qu'ils ont oublié qu'il y avait Amine Ben Yamina qui recevait les mails, et j'ai fait, elle est où la dictologie? Vous parlez de santé mentale. J'ai fait évidemment un courrier à Nicolas Revel, j'ai écrit à tout le monde pour, comme d'habitude, les embêter régulièrement. Ils n'avaient rien à dire qu'ils n'avaient pas à se défendre. Simplement, ils disaient c'est vrai qu'on a pensé à faire un grand truc sur la dictologie. Alors je leur ai répondu, quand ça vous arrange, la dictologie, c'est de la santé mentale, mais quand il s'agit de parler de problématiques difficiles à gérer au sein de notre maison, vous nous distinguez. C'est vrai que je vous donne l'impression de faire un hors-sujet, mais c'est là le sujet. Le sujet est là. Nous habitons une maison dans laquelle nous sommes avec nos patients. C'est-à-dire, la société refuse de voir les patients et nous-mêmes. Donc, je vous invite à être militant. On n'a pas trop le choix. Alors, puisque le sujet était aussi de parler des écrans, moi, je pense que quand je suis rentré dans cette commission, j'avais été reçu par le président de la République, j'ai dit, bon, il me demande de faire un truc, je suis nul, je ne sais même pas, moi, je me suis trompé, j'ai fait des stories sans faire exprès, tout ça, c'est pas mon truc. Vraiment, et c'est mes enfants qui me disent, vire la story, tu t'es planté, là. J'ai rien fait, c'est mon téléphone qui est téléguidé. Donc, en gros, c'était pas trop ma culture, je suis pas très technique, j'ai que des pouces, comme dit ma collègue. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait derrière cet écran quand même un enjeu de santé publique, d'abord, et un enjeu de société qui n'est pas que français, un enjeu mondial.
Et la notion d'addiction est très honnêtement très secondaire, même si je suis addictologue, et c'est pour cette qualité, entre guillemets, qu'on m'a demandé de présider cette commission avec ma collègue Sarah Van Mouton. Mais le président, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il a quand même un peu le nez creux sur certains sujets. Il expliquait qu'il y avait un réel problème de démocratie, un problème de rupture complète avec les jeunes. Et là, on s'est rendu compte, on l'a écrit dans notre rapport, que ce qui sort de la boîte est plus important que ce qui sort de la bouche des adultes. Ce qui est la réalité. Il n'y a pas de critique de ce qui sort de la boîte, du device, des écrans, tout ça. Et on l'a expérimenté lorsqu'on a fait les hackathons, lorsqu'on a fait les auditions. Et c'est dramatique. Pour pouvoir être crédible, il faut rentrer dans la boîte et asséner un discours de l'intérieur de la boîte. Parce que les premiers à avoir compris la force de ce qui ne vient pas de l'adulte, évidemment, ce sont les annonceurs. Patrick en a parlé, avec une stratégie technique extrêmement élaborée, avec ce qu'on appelle l'économie de la captation, les algorithmes de réintégration, de réengagement passif, tout ça. Et évidemment, une fois qu'on a construit le contenant, on alimente avec du contenu. Et là, pour le coup, c'est une vraie déconnexion avec les jeunes. Mais cette déconnexion, elle est venue sur un terrain organisé par les adultes. Ça fait quelque temps, je me suis rendu compte, et là, franchement, je l'ai vérifié, les jeunes n'ont plus d'espace. Ils sont exclus de l'espace des adultes. Qui n'a pas rencontré, en surfant pour prendre un avion ou bien pour, ce que je disais, pour réserver un séjour, adulte only? Vous n'avez jamais vu ça? Adulte only. Moi, je me suis retrouvé, je revenais en voiture du sud de l'Espagne, je remontais à Paris. J'avais loué une nuit pour me reposer avec ma femme et le petit. Puis bon, dans un hôtel, il y avait une partie, je ne me suis pas rendu compte, que les adultes, c'était pas de bruit, la piscine, voilà. Et de l'autre côté, que des gamins et tout ça. Bon, on s'est retrouvé du côté des gamins. En vérité, je comprends pourquoi parfois c'est adulte only, mais bon, c'est comme ça. Et bien, je me suis rendu compte qu'on avait dupliqué les espaces. Dans la mesure où ils n'ont plus leur espace, eh ben, ils vont se retrouver dans un espace dans lequel il n'y a pas d'adultes. Children only, donc dans lequel on évacue finalement la parole de l'adulte. Et ça, c'est un vrai questionnement qu'il faut avoir, et très clairement. Alors, Aurélien, dans la question que tu m'as mis avec Marc, tu parlais de lobby. Mais les lobbies fonctionnent sur du velours. Ils servent ce qu'on attend. Les algorithmes avec les IA, plus on est dessus parce que ça nous intéresse, plus ils arrivent à très bien définir le profil de la personne qui est en train de scroller pour pouvoir lui renvoyer ce qu'elle veut. Et l'addiction vient évidemment après, à la fois à travers les réseaux sociaux, mais pas que. Pas que. Ensuite, le device devient un outil lui-même, un peu à la mort de l'objet addictif en lui-même. Donc on est sur cette question philosophique. Et la santé addictologique dépend de ce paradigme que j'essaye évidemment de profiler. Merci Amine, puisqu'effectivement, tu as répondu à peu près à toutes les questions sans qu'on les ait posées, donc c'est plutôt pratique pour nous. Peut-être juste avant de passer la parole à la salle, une question pour aller un tout petit peu plus loin. Donc, tu disais qu'en France, pour le coup, on a du retard. Enfin, tu as répondu à la question sur la santé addictologique. Est-ce que certains pays font mieux que nous, à ton avis ? Et la Mildeca et la politique publique autour des addictions, c'est quand même un peu d'argent. Comment on pourrait mieux l'utiliser au regard de ce que tu nous as dit ? Alors moi, je pense qu'il y a une structure qu'on appelle le Fonds de lutte contre les addictions qui marche très très mal. Je ne me suis pas gêné pour le faire remarquer, puisque une structure marche mal lorsque l'argent reste. L'argent reste et remonte. Donc il y a soit les appels à projets sont mal rédigés, soit la cible qui est que nous n'est pas la bonne. On a quand même un mastodonte administratif qui est un peu particulier. Je vous rappelle que le Fonds de lutte contre les addictions, c'est celui qui, depuis quelques années, finance nos recherches de proximité, quelle que soit la recherche, académique, médico-sociale, sciences humaines et sociales. Et là, pour le coup, c'est encore le gros problème à la française, c'est le mastodonte, l'éléphant. Donc, tu as la Mildeca, la Caisse nationale d'assurance maladie, la DGS, et qui finance parfois avec des sommes fantastiques des choses. Alors, le fonds de lutte contre les addictions, en vérité, c'était le fonds de lutte contre le tabac, qui était un fonds qui est alimenté par la taxe que les pollueurs-payeurs alimentaient, c'est-à-dire l'industrie du tabac. Et dans une pirouette pour pouvoir alléger la DGS, tout le reste de l'addicto, ils l'ont foutu là-bas. Donc on se retrouve à avoir
une vraie légitimité aux tabacologues et l'industrie du tabac, et les chercheurs en tabac, la plupart du temps, c'est la santé publique à toucher le gros du magot. Et le reste, débrouillez-vous avec le peu de moyens. Je peux t'assurer que là, pour le coup, lorsqu'on a remis le rapport, dans les dernières mesures, on a demandé à ce qu'on finance des cohortes, on finance de la recherche pour essayer de comprendre l'impact des écrans. Pour l'instant, c'est lettre morte, on verra bien. Mais là, on est sur quelque chose de l'ordre de... On ne comprend pas. La 1000DK, c'est vrai qu'on nous la sort à toutes les sauces. Ça ne me dérange pas, on a un président sympathique, même c'est notre ami, il ouvre, il ferme pas tous les congrès, mais lui-même est un tout petit peu démuni, parce que c'est une structure qui dépend du Premier ministère, et le Premier ministère, il doit envoyer même de manière subliminale les grandes lignes dans lesquelles il faut marcher et surtout pas s'écarter. Je te fiche mon billet de demander à la 1000DK de lancer une grande opération de recherche sur l'alcool en population générale. Tu trouveras toujours l'alcool et cancer, l'alcool chez l'alcoolique totalement stigmatisé, mais l'alcool sur la population générale, tu ne le trouveras pas. Tu ne le trouveras pas. En revanche, et ce qui est normal, la 1000DK et tous ceux qui gravitent autour, si tu veux, du sujet, ce sont les premiers enorgueillis d'avoir les bons résultats de l'ESPAD. Je serais très curieux de savoir qui est à l'origine de cette amélioration des statistiques concernant l'alcool, le tabac, le cannabis. Je ferai juste une petite remarque. Sur l'alcool, on est très mauvais sur les API. Et puis, comme tu l'as si bien laissé sous-entendre, cette embellie, il faut la prendre comme elle est, à 16 ans, mais on a quand même des adultes qui continuent à consommer et on a des nouvelles drogues pour lesquelles les enjeux de repérage et de prise en charge sont à venir. Bien, merci donc, pour ce premier tour de table. Et je propose maintenant qu'on ouvre avec la salle des questions. Et puis ensuite, non. Oui. Donc, c'est important de parler dans le micro, comme c'est enregistré, pour que ça puisse être... Merci à tous. Vous savez mon intérêt pour tout ce qui est du rapport symétrique avec les usagers, qu'on pourrait tous être, qui pourraient être nos enfants, nos cousins ou nos parents. Je rejoins vos propos de sociologie, mais qui sont aussi de relation à l'autre. On parle souvent d'addictologie, là où les patients croient qu'on va faire de l'abstinentologie. Moi, c'est ce que je dis aux patients qui arrivent la première fois dans le service. Je suis alcoolique. Ah non, vous êtes Madame X, victime d'un trouble de l'usage de l'alcool, mais vous êtes aujourd'hui, vous soignez. Et dans ma proposition, c'est de leur dire qu'on fait de l'addictologie. Donc on va parler du craving, on va parler des consommations, mais on ne va pas forcément être là et les valoriser parce qu'ils n'ont pas consommé. Ça, c'est déjà un parti pris aussi d'empowerment qui est important. Et c'est aussi autre chose que de parler, on parlait des écrans à Camine, on a travaillé beaucoup avec Marc Yacombe, et on remercie notre ex-Premier ministre, maire de Pau, pour son soutien. On le remercie pour son soutien, pas vraiment, mais on le remercie quand même, avec une mollesse quand même dans l'accompagnement qu'on a pu avoir, on l'a vu. Non, il faut le remercier puisqu'on a pu mettre en place un partenariat avec la ville hôpital, oui. De Pau. Pour faire une enquête dans la population Oui. générale de Pau sur l'usage des écrans. Absolument. Mais quand on s'est retrouvé à devoir communiquer grande ampleur, il y avait les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, le Tour de France, les changements. Voilà. Il avait signé, mais ça passait derrière. Et le phénomène aussi qu'on voit aujourd'hui, c'est un phénomène d'exposition, puisque dans les écrans, l'hyperexposition, ce qu'on dit régulièrement, c'est que si vous laissez du crack, du cannabis ou du Ricard sur votre table basse, vous ne tenez pas que votre gamin ait des problèmes ou qu'il ait une addiction plus tard. Ce phénomène d'hyperexposition à tous ces produits qu'on retrouve aujourd'hui, qui est largement diffusé, sur lequel il n'y a plus aucun contrôle. Et la dernière chose qui pour moi est hyper importante, c'est que dans cette question de repérage de l'addiction, on a toujours en tête l'image épinale de l'addiction sévère. Le patient, souvent dit PLP pour certains qui connaissent l'acronyme, qui est au fond qui est soit en XAPA, soit en Carude, qui sent mauvais et qui fait peur, ou à la case ou à d'autres endroits, alors que la majorité des patients qui sont victimes d'addiction ont une addiction légère à modérée, et que ceux-là, on les repère mais que quand ils sont sévères. Et qu'il y a un vrai travail de communication à faire et de prévention autour de ça, encore plus chez les jeunes maintenant, avec l'essor des nouveaux produits de synthèse, avec l'essor du chemsex, avec l'essor des pratiques anabolisantes dans le sport de haut niveau, on en parlait ce matin, où la parole, et je te rejoins Amine, la parole des parents, l'autorité parentale a complètement disparu. Et c'est vrai que ce travail-là, moi en tant que pédopsychiatre, et on le voit aussi, on nous demande, docteur, qu'est-ce que je fais ? Vous faites ce que vous devriez faire depuis un certain temps, c'est-à-dire parler avec vos enfants et leur apprendre aussi quels sont les éléments. Et par rapport aux psychotropes, aujourd'hui, on était dans une telle prohibition
que les jeunes qui se retrouvent avec des consommations de cocaïne rose, de pète ton crâne dans la vape, trouvent ça funky et vont vouloir s'identifier à leur modèle, comme le font tous les adolescents, et pas aux parents qui sont dans cette prohibition. Donc c'est vrai que cette santé addictologique, elle paraît essentielle, mais surtout avec la capacité de bien parler de ce que c'est. Cette exposition n'est pas forcément une addiction à tout crin qui fait peur. Merci. Des réactions aux commentaires? Oui. Un petit mot complémentaire, et tu l'as évoqué sans le dire, en fait, la question de l'approche populationnelle. Et là, du coup, en fait, alors je vais avoir un message qui peut être, je dirais, peut-être que là, en addicto, on peut aussi calquer notre prévention, notre prise en charge sur ce qui se fait en somatique. Puisque, alors, c'est les travaux d'Antoine Malone. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser, entre autres grâce à l'IA, à l'état de santé global d'une population et surtout aller dépister les personnes avant qu'elles soient en grande difficulté. Ça se fait par exemple en diabéto. On va dépister ceux qui ont entre 1 et 1,10 de glycémie pour tout de suite mettre le paquet très très fort dessus et pour ne pas attendre qu'ils aient un diabète déclaré à 1,26 avec toutes les conséquences de neuropathie périphérique, etc., tout ce qui va avec. Donc c'est vrai que tu as raison, cette notion d'approche populationnelle et également de responsabilité populationnelle. Mais après, c'est pas facile non plus de faire ce repérage, etc. On travaille tous les deux, on s'intéresse beaucoup aux écrans et c'est vrai que c'est pas simple puisque tout le monde est surexposé de manière répétée, continue. Mais c'est la rencontre de deux mondes. Un monde commercial qui propose des produits qui aussi nous rendent de grands services qui sont très intéressants, mais avec eux, ils ont une démarche. S'ils ne sont pas leaders dans leur marché, ils vont mourir quand ils sont en concurrence entre eux. Et donc, c'est la rencontre de ce monde-là, qui est très puissant, avec notre monde à nous, qui est celui de la santé publique, de protéger ceux qui vont être vulnérables et ceux qui vont avoir notamment le temps volé sur les écrans, puisque le temps qu'on passe sur les écrans, tu le sais aussi bien que moi, est en concurrence avec tout le temps qu'on passe à faire d'autres choses, et notamment, bien sûr, les acquisitions des compétences psychosociales, qui sont elles-mêmes un des meilleurs facteurs de protection de la surexposition aux écrans. Mais c'est vrai que l'approche populationnelle, ça a peut-être un sens très important si on veut évoquer la santé addictologique. Okay. Non, d'autres commentaires? D'autres questions de la salle? Oui. Bonjour. Alors, au début, je me sentais très intelligent et je pensais vous demander finalement, est-ce que selon vous, il n'y a pas plus de risques ou plus de bénéfices finalement à parler de santé addictologique que de parler de santé mentale ou même de santé somatique en général. Et puis en fait, je me sentais très intelligent et puis vous avez bien abordé le sujet chacun des intervenants. Par contre, si on va un petit peu plus dans le détail, est-ce que selon vous, il y aurait des domaines où ce serait davantage pertinent de parler de santé addictologique, par exemple peut-être allons parler d'un point de vue politique, voire de militantisme finalement, pour essayer de capter des moyens, peut-être au détriment d'autres versants de la santé mentale ou somatique d'ailleurs, ou même en termes d'éducation de la population ou dans d'autres domaines. Est-ce que vous avez, alors j'aimais bien l'expression du docteur Gare, par exemple, quand on parlait des troubles bipolaires, du regard tronqué. Est-ce qu'il y a un risque, par exemple, d'entretenir ce regard tronqué, finalement, à terme, entre, d'un côté, le trouble psychiatrique et de l'autre côté, le trouble addictologique? Donc, question pour... Sébastien, oui, Oui, je vous passe la parole après, Marie. Moi, j'aurais envie, en fait, je me disais ça en t'écoutant, Simon, donc Simon, ancien interne du centre expert bipolaire, d'ailleurs. On est plusieurs à connaître le centre hospitalier Charles Perrin dans la salle. Moi, je vous aurais bien proposé une autre définition de la santé. Effectivement, j'ai en tête, comme toi, Amine, celle de l'OMS, mais il y a celle aussi de Le Riche, qui était chirurgien, physiologiste, René Le Riche, et qui définit la santé comme la vie dans le silence des organes. Et je trouve que c'est une très belle définition qui est parlante, qui est tout de suite parlante. Et si on convoque nos spécialités, la dictologie et la psychiatrie, de quel organe on va parler essentiellement, même si on considère de plus en plus que ce sont des maladies systémiques, mais on va parler du système nerveux central.
Et quand cet organe s'exprime dans les troubles de l'humeur, ça va donner les symptômes dépressifs ou les symptômes maniaques. Dans les troubles anxieux, ça va donner les ruminations incessantes, l'activation neurovégétative, le ressenti anxieux, l'attaque de panique, etc., etc. Dans les troubles psychotiques, on va avoir une expression du système nerveux central qui vient rompre le silence avec plutôt des idées délirantes, des hallucinations ou des symptômes négatifs. Et je me posais la question, savoir qu'est-ce qui vient rompre le silence de l'organe si on parle de santé addictologique. Et moi, je pense surtout au craving, en fait. Alors, c'est pas le point de vue de l'addictologue, c'est le point de vue du psychiatre qui voit de temps en temps des patients souffrant d'addiction, mais on peut tout à fait se représenter cette scène-là, une personne qui souffre d'un trouble lié à l'usage d'alcool et qui va passer devant un bar et puis qui va passer devant une promotion, une publicité pour l'alcool. Tu parlais de la loi Evin ce matin, Amine, et c'est vrai que là on se dit que finalement le silence va être difficilement accessible pour cette personne-là. Et le silence de cet organe, le système nerveux central, va être très, très difficile à atteindre. Voilà en quelques mots ce que ça m'inspirait. Pour répondre à ta question, après, je ne suis pas forcément le mieux placé. Tu voulais, en fait, tu te posais la question suivante, à savoir à quel moment on peut parler de santé addictologique, dans quel domaine, dans quel champ. Je vais laisser mes collègues répondre, mais je pense beaucoup au stigma, en fait, à la stigmatisation. Elle est très connue, bien évidemment, dans la schizophrénie. Elle est très connue même dans le trouble bipolaire. Je m'y suis pas mal intéressé pendant un temps. On retrouve les mêmes scores et les mêmes patterns de stigma dans le trouble bipolaire et dans la schizophrénie. C'est juste un peu moins marqué. Je connais bien sûr pas la littérature sur la stigmatisation parmi les populations souffrant de troubles addictifs, mais je l'imagine évidemment très forte, tout comme l'autostigmatisation, avec toutes les conséquences qu'on connaît, difficulté d'accès aux soins, défaut d'observance, etc., etc. Et peut-être que l'obstacle qu'il va falloir franchir pour bien parler de santé addictologique, ça va être ça. C'est ce que tu disais aussi très bien, Amine, c'est pouvoir passer outre les représentations négatives de nos dirigeants, par exemple, et de nos décideurs. Moi, c'est peut-être un petit détour, et désolé si je joue à la sociologue qui enfonce les portes ouvertes, c'est parfois ça aussi qu'on fait. Mais en l'occurrence, étant donné que à plusieurs endroits la question... Ah, le micro, excusez-moi. À plusieurs endroits, la question de la politisation de la notion donc, de santé addictologique a été évoquée. Pendant tout le long de vos interventions, moi, je m'interrogeais un petit peu. Moi, je suis venue un petit peu intervenir sur la question de la réduction des risques en matière d'usage de drogue. Or, autour de la table, vous avez surtout évoqué la question des écrans. Donc, je me demandais un petit peu comment ça dialogue. Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que le terme d'addiction, il est le même? Qu'est-ce qui fait nos lignes de partage? Et autour de cette question de la repolitisation, il y a quelque chose qui n'a pas été nommé. Et il me semble quand même qu'on est chacun autour de questions qui concernent des consommations aux prises à des lobbies énormes qui finalement viennent généraliser des pratiques, des usages, que ce soit pour les écrans, l'alimentation, l'alcool évidemment, et évidemment aussi les drogues. Et c'est certainement un endroit qu'on interroge, en tout cas dans le cadre de la réduction des risques, la question des trafics, la manière dont les drogues arrivent sur les marchés est assez peu investiguée sous cet angle en fait de comment redonner, parmi les stratégies de reprendre le contrôle sur ces consommations, il y a aussi adhérer à certaines valeurs par rapport à ces consommations, consommer en termes d'alimentation, aller vers des produits qu'on considère plus locaux, plus bio ou je ne sais quoi, en termes d'usage du numérique, aller vers des outils numériques qui fassent finalement, qui rejoignent nos enjeux éthiques. Et je pense qu'il y a un endroit sur la question des drogues qui doit être problématisé aussi autour de ces questions-là. Voilà. Je ne sais pas si je sors du sujet ou quoi, mais il me semblait que ça pouvait alimenter la conversation. Juste un mot pour la prévention, quand même, les parents.
Et puis les profs, moi qui m'intéresse beaucoup aux écrans, je fais souvent des interventions sur les écrans, et les enseignants, ils sont toujours hyper présents, hyper motivés, hyper demandeurs de comment je peux aider mes jeunes, etc. Ils sont vraiment très 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 présents. Hein. Et puis je reprends toujours de Passadiser, régulièrement je parle de Yvan Monca, je ne joue pas en bourse, hein, je ne sais pas si vous le connaissez. Yvan Monca, c'est un prof de maths qui fait les cours du programme de mathématiques de primaire à la terminale, mais il est juste incroyable. Et donc, il y a ce côté hyper positif. Moi, il y a une semaine, mon fils avait un truc de maths, il est en terminale, un truc, moi, je séchais avec lui. On a fait YouTube, Yvan Monca, on a trouvé la solution. Et il a compris la problématique. Donc, voilà, c'est important de ne pas avoir un discours moral, normatif. Il y a des choses super aussi. Il ne faut pas oublier de le dire. Alors, je profite pour parfaire mes réponses tout à l'heure sur la question de lobby. Lorsqu'on a, évidemment, pendant 4 mois, auditionné les acteurs autour du digital, on a interroger tout le monde, hein. Apple, TikTok, Instagram, tout le monde. Toutes les grandes majors sont passées à Bercy, où on avait pris nos quartiers d'hiver. Hein. Et puis on a aussi interrogé 150 jeunes. Très clairement, le lobby du numérique, c'est des mastodontes internationaux grands, sont très puissants. Et très souvent, je me suis retrouvé à titre personnel les comparer à l'industrie du tabac et l'industrie de l'alcool. Alors, le tabac, c'est planétaire, c'est plutôt le tabac. L'alcool, c'est plutôt français. On a réussi à reculer un peu partout, mais pas en France, pour des raisons évidentes. Avec une puissance de feu décuplée depuis qu'il y a Trump à la tête des États-Unis. Je vous rappelle que quand même, tout le monde n'était pas à la table ronde sur les écrans. La France a réussi, par la voix de Thierry Breton, à faire passer 2 textes majeurs, le Digital Market Act et le Digital System, le DSA. Et donc, ce sont des 2 textes majeurs qui sont passés inaperçus, mais qui lui ont valu sa place, parce que Ursula von der Leyen, qui est l'objet qui est quand même la plus grande des lobbyistes en Europe, pour ceux qui ne le savent pas, sachez-le, elle l'a virée pour ça. À un moment où Macron n'était pas très très fort pour défendre finalement les commissaires stratégiques. Le commissariat que tenait Breton est un commissariat stratégique. Il en a eu sa peau à la demande de Trump, en passant par Ursula von der Leyen, parce qu'il était en train d'envoyer des amendes de plusieurs millions de dollars à ces grands majors qui ne respectaient pas ce 2 textes majeurs qui ont été adoptés au cours de l'année où on travaillait, nous, sur la commission. Et les gens qui ont écrit ce texte, ils étaient avec nous. Ils étaient au secrétaire d'État au numérique, c'est eux qui ont rédigé tout ça. Et en coulisses, ils nous ont expliqué comment les choses s'organisaient. C'est une bataille monstrueuse. Pour ceux qui connaissent Bruxelles, vous savez qu'il y a un quartier des lobbies. Vous avez la commission, le trottoir d'en face, c'est des bureaux des lobbies. Bon. Ils sont là pour faire leur boulot de lobby. Ils ne s'en cachent pas. C'est comme ça que ça marche. Donc, soyez pas étonnés. Ça, c'est juste pour répondre à une des questions que tu m'as posées, Aurélien. Oui. Et deuxième élément sur le rapport à parentalité. Pardon, oui, une précision dans le contexte français. Dans le contexte français, on a l'habitude que le lobby est caché. Oui. Et c'est pas vrai. Le cas là-bas. Voilà, en Europe ou dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, aux États-Unis, c'est visible. Le lobby est transparent, officiel et du coup est plus contrôlable, plus visible. Oui. Enfin, c'est ça l'idée. Tu as raison, tout à fait raison, parce voilà. que le lobby à la hexagonal, il est caché, il n'est pas clair, donc, les conflits d'intérêts sont masqués, voilà. on est tout à fait Personne d'accord avec toi, c'est extrêmement important de le dire. Ils avancent de manière très claire avec une carte de visite, lobbyiste pour Carlsberg, Heineken, Blizzard, ou je ne sais quel autre. Absolument. Et un élément, et je m'arrêterai sur la parentalité, lorsqu'on a remis le rapport, on avait évacué finalement les parents, mais on s'est rendu compte que c'était devenu un enjeu, les adultes et les parents, parce que la plupart des industriels du digital se défaussent en disant, mais écoutez, c'est sous la responsabilité des parents, c'est des mineurs, c'est écrit noir sur blanc sur nos logiciels. Attends. Oui, c'est interdit, il y a la loi SREN, la loi Marcangeli sur la majorité numérique. Bon, évidemment, simplement... ça n'a jamais été mis en branle sur le plan technique, alors qu'ils ont la possibilité de le faire. La preuve en est, Clara Chapaz, lorsqu'on nous a réunis, elle a tapé du poing sur la table sur le porno, plus personne ne peut aller visiter le porno. Pour ceux qui ont essayé, bon, on doit être une majorité, on s'est rendu compte que si tu ne donnes pas ton nom, ton âge, ta carte d'identité, et évidemment, tu ne peux pas le faire. Et on a 9 sur 10 qui ne le font pas, donc c'est clair. Hein. Les sites porno, machin, quoi, là, disparaissent. Et on peut le faire pour tout. Pour tout. C'est quand même
difficile de défendre l'industrie du porno comme ça au niveau de la Commission européenne que de défendre finalement l'éducation par le digital et tout ce qui s'ensuit. Hein. On a d'autres lobbies aussi internes à la France, les ENT, les environnements numériques de travail qui sont arrivés et qui se sont imposés dans l'éducation nationale, c'est juste un scandale. Vous êtes obligé à 13 ans d'acheter un smartphone à vos gamins, sinon il est isolé, exclu et il est ringard. Il ne peut pas voir ses notes, ses parents ne sont pas capables finalement de savoir ce qui se passe en classe. Et on a totalement évacué le bon vieux carnet de correspondance et tout le reste. Donc on a mis le haut là, stop. Les enseignants, les parents n'ont pas à ouvrir les ENT à partir de 20h, 8h, c'est ce qu'a fait Elisabeth Borne. Donc des petits renoncements comme ça et qui très clairement mettent les parents dans une position de tension absolue. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Petite remarque. Moi, j'ai des enfants qui sont ados. J'habite une petite ville qui est Angoulême. Vous connaissez peut-être, hein, le salon de la bande dessinée, etc., etc. Et j'en ai un qui était fan de foot. Mais pour aller jouer au foot, il fallait qu'il coupe les grilles du stade, parce que le stade était fermé. Autre remarque, hein, j'étais dans le 18e il n'y a pas très longtemps, en formation. Je vais me balader dans les rues. Alors, ils ont construit des superbes stades de basket. Hein, je pense à toi, Patrick. Mais le stade, il était fermé. Les terrains étaient fermés. Alors, ils sont magnifiques, hein, mais ils sont inaccessibles. Alors, juste à côté, il y a des gamins qui étaient en train de faire des conneries. Il faisait chaud. Ils avaient pété les bouches d'incendie. Et ils étaient en train de jouer avec. Hein. Mais le stade, à côté, il était fermé. C'est quand même dommage. Oui. Voilà. Je suis allé en Espagne. Tous les stades sont ouverts. Il y a des gamins partout. C'est extraordinaire. Mais je comprends qu'après, nos gamins, ils vont sur les écrans. Parce qu'ils n'ont pas accès. Alors, on ne veut pas abîmer le matériel. Ouais, mais j'entends. Mais alors, dans ce cas-là, ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, j'en avais parlé à Patrick une fois, mais on a peut-être une solution par rapport aux réseaux sociaux, notamment. C'est de supprimer les algorithmes. On n'interdit pas les réseaux sociaux, parce que c'est très utile, mais on interdit les algorithmes. Exactement. Une remarque, on n'a pas accès aux algorithmes. C'est secret, les algorithmes. C'est la recette Coca-Cola. Exactement. Mais c'est on a essayé, peine perdue. Mais c'est scandaleux. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Donc après, oui, il ne faut pas être surpris. Donc, supprimons les algorithmes, et puis ouvrons les parcs, et puis les aires de jeu à nos enfants, et puis ça ira mieux. Voilà, c'était juste un petit coup de gueule, et puis une réaction pour ceux qui veulent... Je crois que ça revient à tout ce qu'on a dit, oui. C'est-à-dire la question de la régulation et puis une approche très globale de toute la problématique. Hein. Mais il y a besoin de régulation. Parce que, oui, il ne faut pas faire disparaître, on n'est pas idiot. Il ne faut pas faire disparaître, mais réguler pour la part du côté des enfants, du côté des familles, mais bien sûr pas que, parce qu'on ne peut pas laisser la seule responsabilité aux familles. Et c'est vraiment des approches, c'est les pouvoirs publics et les politiques publiques qui doivent imposer un minimum de régulation. Parce qu'il y a une ultra-disponibilité qu'on ne peut absolument pas contrôler et qui est hyper précoce avec des enfants qui se retrouvent exposés à des contenus dont ils n'ont pas du tout la capacité de régulation parce qu'ils sont beaucoup trop jeunes. Alors sur ce mot juste, si tu me permets, Marc, lorsqu'on a travaillé, on a fait quand même l'historique de l'arrivée de ce qui a changé l'humanité. Finalement, c'est une révolution dans notre histoire de l'humanité, ce digital numérique, tout ça, avec des progressions exponentielles, de mois en mois, d'année en année. En 20 ans, on est passé de quasiment, moi je me souviens jeune, du truc bip Atari quoi, à l'époque, dans les années 80, à quelque chose de fantastique. Donc forcément, on ne voyait pas et on ne peut pas voir le mal à l'intérieur d'une évolution de ce qui fait évoluer l'humanité. Et là, la séquence qui est la nôtre, c'est la séquence de prise de conscience. Et forcément, beaucoup sont scandalisés et la tentation de faire disparaître cette façon de communiquer est grande. En revanche, ce qui va se passer, c'est un balancier qui va s'équilibrer. C'est clair. Et c'est une prise de conscience qui est mondiale. Franchement, là-dessus, je le répète, le président a eu le nez creux en mettant en place une commission. La commission telle qui est la nôtre,
existe maintenant dans pratiquement tous les pays. Je suis intervenu en Scandinavie, j'ai fait des trucs pour l'Australie, juste pour parler de ce que nous on a vu. C'est une prise de conscience importante. Et même Ursula von der Leyen, que j'ai bien critiqué tout à l'heure, lorsqu'il y a eu l'assassinat des enseignantes, elle a pris la parole le lendemain pour dire « Je souhaiterais qu'en Europe, on interdise les réseaux sociaux au moins de 15 ans ». Elle a été encore plus excessive que ce que nous, on a proposé comme proposition dans les 29 propositions. Donc, c'est une séquence qui est normale. Ensuite, il faut sortir de quelque chose d'équilibré, de la régulation, remettre à sa place les choses. Bonjour, merci pour vos interventions. Moi, je suis anthropologue également au CESTIM, qui est un laboratoire de recherche sous tutelle l'INSERM. Et en fait, je me réjouissais particulièrement du coup d'entendre dire de plusieurs médecins cette volonté de sortir d'une vision morale et de la nécessité de dépasser la stigmatisation. Et pourtant, je me questionnais en fait sur la catégorie médicale de addiction. En fait, est-ce que cette catégorie, en fait, ça n'entraînerait pas aussi certaines images que persistent dans la relation aussi soignant-soigné, notamment le fait que souvent les personnes qui consultent dans les centres d'addictologie sont plutôt vues comme menteurs. Il y a une certaine méfiance, voire voleurs, à cause du fait que on considère que le produit prend le dessus. Du coup, ils se retrouvent à faire des actions qui dépassent leur volonté même. Et du coup, en fait, déjà, je me questionnais un petit peu, premièrement, sur ça. Et après, deuxièmement, comment vous faites, du coup, pour éviter que cette catégorie-là tombe dans une profession autoréalisatrice aussi, pour laquelle, en fait, vous en avez un peu parlé, on voit que l'addiction sévère. Mais en fait, est-ce que, du coup, cette catégorie ne contribuerait pas aussi à donner l'impossibilité de concevoir des gestions de conso qui répondent vraiment aux bénéfices? Et puis pour finir, une dernière question qui en fait concerne justement cette asymétrie dans la relation soignant-soigné, tout particulièrement en addictologie, où vous avez dit c'est de la médecine avec un champ un peu spécifique par rapport à d'autres. Et en fait, comment dépasser les relations de pouvoir, déjà comment les nommer en fait, et comment vous faites dans votre pratique pour ne pas entretenir cette hiérarchisation de savoir. Voilà. Patrick Benlimrat. Commentaire. Le plus gros bavard, c'est Annie. J'ai beaucoup parlé. Non, mais je n'ai pas grand-chose à dire. Mélina. C'était un témoignage en partie. Donc. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout. Le premier élément de réponse, c'est que non, c'était par rapport à ce que la vision. J'ai peut-être vous évoquiez ce que j'ai parlé de la vision médicale, mais en fait de parler des addictions. Et c'était juste pour dire que dans le terme santé mentale, je pense que c'est un écueil. On mélange pas mal de choses, dont des usages qui ne nécessitent pas forcément d'intervention spécifique et qui correspondent à des usages dits normaux sans problème en fait. Et que en termes de si on veut prévenir, ce n'est pas prévenir l'usage, mais c'est prévenir l'usage qui est source de problèmes, de souffrance. Et dans notre grille de lecture, en tout cas à nous, on est dans un contexte, dans une définition de trouble addictif qui correspond à un trouble psychiatrique pour lequel on va mettre en place quand même des prises en charge centrées sur un certain nombre de symptômes avec des prises en charge spécifiques. Ça, c'est notre spécificité, c'est notre regard de psychiatre addictologue. Par rapport à la question de la stigmatisation, la naissance de l'addictologie, elle est née de la volonté de s'occuper de la santé des usagers, il faut le rappeler. Elle est née sur des approches de réduction des risques. Elle est née dans une action militante et scientifique pour lutter contre la stigmatisation des usagers, pour lutter contre tous ces discours. Moi, vous savez, j'ai fait de l'addictologie, j'étais interne en psychiatrie. J'ai fait de l'addictologie parce qu'un jour, j'ai vu un patient héroïnomane en sevrage aigu d'héroïne qui était enfermé dans une chambre en pyjama, avec qui on donnait une sorte d'assiette avec 3 croquettes et un petit verre d'eau. Et c'était déshumanisant, tout ce que vous voulez. Et je me suis dit, ce n'est absolument pas possible. Il y a probablement d'autres façons de faire. Et puis, j'ai été marquée, je passais mon bac, il y avait tous les débats, 89,
autour de la méthadone, du sida, de le non-accès à la méthadone en France. Il y avait des articles dans Le Monde, etc. Et voilà. Donc, la naissance de l'addictologie, ça, c'est mon parcours, mais c'est tout le monde, c'est tous les professionnels. On est tous en lutte dans les services de somatique, dans les services de psychiatrie aussi, contre des discours autour, ce sont des menteurs, il ne faut pas les croire, etc. Et notre pratique, elle est basée sur une éthique autour de essayer de parler aux usagers et d'améliorer leur santé et de réduire les risques. Donc, et c'est pour ça que je pense que la dimension de santé addictologique, elle est très importante aussi parce qu'on a été totalement gommé. Alors, je critiquais un peu ce concept de santé mentale de manière générale, mais c'est important qu'on y soit parce que l'addiction a disparu du plan santé mentale. Voilà, et ça veut dire qu'on n'intègre pas ça comme une problématique de santé et de politique publique et dans une optique, effectivement, aujourd'hui, qui est plus basée sur des approches de répression. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Après, le caractère descendant, ascendant, je pense que dans toutes les structures d'addictologie, aujourd'hui, on travaille vraiment notre optique de prise en charge, c'est le travail avec les usagers. On construit le programme de soins avec eux en fonction de ce qu'ils veulent, de leur motivation, en fonction aussi des risques qu'ils prennent pour leur santé. On est quand même dans une démarche de prise en compte de la parole et de l'expérience des usagers, et c'est bien heureux. Bien sûr, on peut toujours améliorer, mais... Je vais profiter, moi, de vos compétences d'anthropologie pour vous retourner une question. Du coup, ne pensez-vous pas que, de par votre expérience en tant qu'anthropologue, il faudrait peut-être que nous soyons sur l'ascèse de viser une certaine définition, un certain aboutissement vers le bonheur, plutôt que vers des boucles éphémères de plaisir? Parce que dans l'addiction, il y a ça. Il y a cette quête, quelque part, de plaisir immédiat, de piratage du circuit de la récompense. Et est-ce que la quête humaine pourrait pas être plus vers le bonheur que vers des petits moments de plaisir? Je vous retourne cette question et je vous aurai sûrement une opinion plus étayée que le mien. Vous avez 2 heures. On va lui filer le micro. On va lui donner le micro. Malheureusement, alors une dernière, dans le cadre de cet atelier expérimental, mais une dernière élément. C'était pas une question, c'était plutôt une réponse à votre troisième interrogation. Les services d'addictologie ont été les premiers à bosser avec des pères aidants, des médiateurs santé pairs, des patients experts, enfin vous les appelez comme vous voulez, mais ce sont les premiers qui ont bossé. Et je pense qu'en termes d'horizontalité, je pense que c'est l'outil père aidant et quelque chose qui vient, tu confirmes, qui vient ramener ça. Voilà, c'était une précision. Merci, une précision importante. Et on voit donc comment l'expérience est partie de l'estrade et a pu se propager dans l'ensemble de la salle. Mais l'heure est aussi un élément contraignant de l'expérience. Amine ? La salle vague. Oui, exactement, la salle vague. Mais, et du coup, je repasse la parole à Aurélien Vautard pour un atterrissage en douceur. Compliqué de faire une tentative de synthèse de tout ce qui a été dit. Peut-être déjà pour répondre à Patrick Bendimirad, est-ce que le bonheur ne passe pas par des petits moments de plaisir aussi? Mais c'est une question, c'est aussi une autre question. Mais sur ce qu'on a dit, moi je retiendrai peut-être 2 ou 3 points clés. La première, c'est malgré tout, on a beaucoup parlé de stigmatisation des patients addicts. Et on l'a dit aussi, je pense que le concept de santé mentale, il n'a pas tout réglé, mais il a eu le mérite de libérer la parole et de normaliser en fait le statut de patient et d'usager. Moi, je n'imaginais pas quand j'ai commencé à travailler il y a 12 ou 13 ans à Nicolas Demorand écrire Intérieur Nuit et aller revendiquer sur les plateaux de télé qu'il était bipolaire et que ça n'avait rien de grave et qu'il avait appris à vivre avec et qu'il pouvait être le matinalier de France Inter. Donc je trouve que ce concept de santé addictologique, il est intéressant dans ce qui permet de revendiquer une place aussi pour les addictions et pour les usagers, comme la santé mentale a permis de le faire sur les patients qui souffrent de pathologies psychiques. Sur la régulation de l'État et le pouvoir de l'État, moi je crois qu'il n'y a pas de... Ce qui est intéressant, c'est de revenir aussi au fait de dire l'État a le droit d'interdire et a le droit de réguler. Et c'est peut-être plus difficile quand il y a des lobbies en face. Mais les propositions du rapport que vous avez fait, Amine, avec Servan Mouton, c'est aussi d'interdire et de réguler. Et je crois qu'on a oublié que la puissance publique en France ou en Europe, elle est avant tout là pour réguler un certain nombre de choses. Et à ce titre-là, si on reste sur une impuissance du politique, on n'arrivera jamais à avancer. Quand on a commencé à parler d'autisme au niveau politique, il n'y avait absolument aucun euro d'argent public qui a été dépensé pour mettre en place des services spécifiques. Et c'est d'abord la parole des usagers, le fait d'avoir une revendication qui a permis d'avancer.
Donc peut-être que ce concept de santé addictologie qui peut permettre d'avoir une vraie place et d'aller chercher des financements publics sur les addictions. Et on parlait d'épidémie, moi je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec l'épidémie des cancers qui a commencé il y a une vingtaine d'années. Et à un moment donné, il y a aussi une prise de conscience des pouvoirs publics que si on ne mettait pas un investissement extrêmement important, on allait se poser des problèmes à 20 ou 30 ans. Et je crois qu'on est devant ce défi-là aujourd'hui. Et si aujourd'hui on n'investit pas massivement de l'argent public sur cette question de régulation de l'usage des écrans et des nouvelles addictions, on le payera dans 20 ou 30 ans. Ce n'est pas une réponse définitive à la question, mais à mon avis, ça a permis une prise de conscience en tout cas d'échanger aujourd'hui. Merci à tous les intervenants encore une fois. Merci professeur d'avoir amené ce concept. Et merci à la salle pour les échanges. Et je vous laisse peut-être le dernier mot, professeur. Juste un dernier mot. Merci à tous. Donc, n'oubliez pas donc la séance de clôture qui commence dans quelques secondes dans l'auditorium pour se donner rendez-vous éventuellement dans 2 ans, puisque vous savez qu'à THS, c'est tous les 2 ans, et que l'ensemble des sessions, y compris tous les ateliers, sont enregistrés et sont sur la chaîne YouTube de ATHS. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.